RMC. On a affronté des tempêtes, un raz-de-marée, un assortiment de crustacés psychopathes. 10h, 13h. Qu'est-ce qui peut encore nous tomber dessus? Alain Marchal, Olivier Truchot. Vite, que quelqu'un fasse quelque chose! Quelles sont les formalités auxquelles je dois souscrire? Les grandes gueules. Et c'est l'heure des GG, comme tous les jours de 10h à 13h, le show qui vous parle et qui parle de vous. Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver en direct sur RMC. Bonjour Olivier Truchot. Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Dans les grandes gueules, aujourd'hui, nous sommes avec Claire Aupetit, elle est présidente de l'Association nationale des commerçants. Bonjour Claire. Bonjour tout le monde. Nous sommes avec l'éducateur, musicien de jazz, romancier, anthropologue, écrivain, c'est la littérature érotique, c'est monsieur Étienne Liebig. Bonjour. Bonjour à toutes les auditrices. Et puis alors, ça fait ricaner, bien sûr, le député de la République, il a appris à lire récemment, donc ça lui fait drôle. l'élu du peuple, Rassemblement Bleu Marine, monsieur Gilbert Collard, avocat de son métier. Bonjour maître. Toujours avocat, je vous en prie. Ah bah oui, c'est avocat de son métier que tu exerces encore. C'est-à-dire que maintenant, un homme politique est forcément un avocat. Ah non, attends, moi j'ai été avocat avant que d'être homme politique tout de même. Parce que eux... C'est vrai que t'as même gagné un procès une fois. Oui, mais j'ai un procès contre toi, du con contre la joie. Ouais. Voilà, c'est au cas où vous l'auriez, vous en douteriez, vous êtes bien dans les GG, dans les grandes gueules. De quoi sera-t-il question dans les GG tout à l'heure à 11h30? On parlera de cet employé qui s'est fait licencier. Pourquoi? Parce qu'il a un peu trop envoyé de mails personnels alors qu'il était à son poste de travail. Aujourd'hui, vous passez un peu trop de temps sur les mails perso. Vous pouvez vous faire virer. Justifié oui ou non, 3216 rmc.fr, on en parlera à 11h30. 11h, on fait un tour au pays d'Hollande. On salue la nouvelle nomination de MC Golano Royal, vice-président de la Banque publique d'investissement. Nommé par le président en juillet, intime de l'ancien couple et lui-même de la même promotion à l'ENA. On vous racontera ça au pays d'Hollande. 10h30 maintenant, 15 otages français détenus en Afrique avec une famille de 7 de nos compatriotes enlevés au Cameroun. Est-ce un enlèvement politique? Est-ce un enlèvement crapuleux? On va essayer de comprendre ça et finalement on se demande si l'Afrique maintenant est interdite aux Français à cause de la guerre au Mali. Là encore, vous connaissez l'Afrique, vous y êtes peut-être en tant qu'expat et en ce moment de passage ici en France. 32-16 pour agir dans les GG, dans les grandes gueules. Mais d'abord, une lettre, une missive, missile envoyée au ministre Arnaud Montebourg. Nous souhaitons que la CGT mette de l'eau dans son vin, que Goodyear mette du vin dans son eau et que Titan boive le vin et l'eau des deux. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or. Et oui, cette lettre qui fait du bruit, qui est reproduite aujourd'hui par le quotidien Les Échos, missive envoyée par le PDG de Titan à Arnaud Montebourg. Oui, pas d'eau, pas de vin pour monsieur Taylor, le patron américain de Titan, qui a écrit donc Arnaud Montebourg. Cette lettre est reproduite par le quotidien Les Échos. Et le PDG de Titan International explique pourquoi il renonce à reprendre l'usine de pneus Goodyear. Ouvrez les guillemets. Goodyear a essayé pendant plus de 4 ans de sauver une partie des emplois à Amiens, qui sont parmi les mieux payés, mais les syndicats et le gouvernement français n'ont rien fait d'autre que de discuter. J'ai visité cette usine plusieurs fois. Les salariés français touchent des salaires élevés, mais ne travaillent que 3 heures par jour. Ils ont 1 heure pour leur pause et leur déjeuner. Ils discutent pendant 3 heures et travaillent 3 heures. Je l'ai dit en face aux syndicalistes français, ils m'ont répondu que c'était comme ça en France. Alors, est-ce que vous partagez le point de vue de ce Taylor, ce Maurice Taylor, ou est-ce que c'est scandaleux ces propos? 3216 rmc.fr, qu'en dites-vous? Gilbert Collard, Claire Aupetit, Étienne Liebig. Moi, ça me fait marrer parce que... il est mort en premier. C'est bien connu, les Français sont des feignants. On est tous des feignants. Les ouvriers en particulier, les ouvriers sont particulièrement feignants en France. C'est bien connu. D'ailleurs, si il y a des problèmes à PSA, s'il y a des problèmes à Goodyear, c'est pas du tout qu'il y a des problèmes dans la conjoncture économique, c'est pas du tout qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises sur le plan stratégique. Non. C'est parce que les ouvriers français, c'est bien connu, travaillent 3 heures par jour et le reste du temps, ils regardent la télé ou ils discutent. C'est vachement bien, il n'y a pas de contremaître, il n'y a pas de contrôle, c'est super. Je rappelle que ce monsieur-là qui fait la critique a une dent contre Goodyear parce qu'il a voulu rentrer dans l'usine il y a quelques années, il s'est fait jeter par la CGT et c'est vrai qu'il leur en veut. Donc c'est normal qu'il renvoie un peu l'ascenseur. C'est complètement délirant. Maintenant, peut-être qu'il est tombé sur, effectivement, il y a peut-être
des représentants syndicaux qui ont des heures de délégation et donc qui effectivement dans leur boulot sont compris les heures de délégation. Ensuite, qu'il y ait des abus dans certaines boîtes, etc., ça, c'est tout à fait possible. Mais tirer des conclusions sur les ouvriers français, je trouve ça absolument déplorable, quoi. Gilbert Collard. Oui, alors bien évidemment, notre ami Étienne a une très grande expérience de l'entreprise privée, puisqu'il n'a jamais tenu la moindre entreprise, donc on peut se fier absolument à tout ce qu'il nous dit. En essayant de prendre cette lettre d'une manière relativement objective, 2 choses à dire. La première, c'est qu'elle est complètement excessive. Ce n'est pas vrai. Les salariés français ne travaillent pas 3 heures par jour. C'est faux. La deuxième observation, c'est qu'il y a une organisation dans nos entreprises par le fait d'une inintelligence des syndicats qui aujourd'hui les rend inadaptés à la guerre mondiale du commerce. Donc tu dis que Goodyear est aussi victime de la CGT? Je veux dire, tout le monde est victime plus ou moins de la CGT, à commencer par moi de temps en temps. Bon, mais je constate que les syndicats français, en tête la CGT, bon évidemment là encore je vais pas me faire des amis mais je m'en tape, ont une vision politique du traitement des problèmes économiques et sociaux, c'est-à-dire que il faut qu'ils soient en pointe pour se faire réélire. Et ils ne cherchent pas à régler les problèmes dans l'intérêt... Bah, ils défendent les salariés, non? Non, mais ils défendent les salariés, mais les entreprises ferment. Alors que si tu défends un bateau en tant que capitaine pour qu'il coule, quel est l'intérêt de défendre le bateau? Bon, je veux dire, si on fait le tour de toutes les interventions... Mais est-ce que, si Goodyear a des problèmes, c'est pas dû plutôt à la conjoncture, à une crise dans l'automobile, tout simplement, et surtout un coût du travail qui sera toujours plus élevé en France que par rapport à un coût du travail indien? Nous sommes bien d'accord là-dessus. Vouloir trouver une seule cause, c'est tricher. Il peut pas y avoir une cause au problème que nous connaissons. Mais quand même, les syndicats doivent se regarder un peu. Mais je crois que tant qu'on n'obtiendra pas une remise à plat du fonctionnement syndical, de la représentativité des syndicats, des processus de subvention, on n'arrivera pas à avoir un lien entre la réalité économique et la réalité de vie possible, digne de nos salariés. Claire Petit, avant d'écouter Monsieur Wamen, délégué CGT de Goodyear à Amiens-Nord. Ce qu'il y a, c'est une chose certaine, c'est que ce monsieur n'a pas visité l'usine en tant que tel. Il a certainement rencontré effectivement que les personnes du syndicat qui eux effectivement, quand ils sont en négociation, ne sont pas au travail. Pour avoir travaillé moi qu'un mois, un seul mois, quand j'avais 15 ans en usine pour payer mes études, je dois dire que on s'aperçoit qu'on ne peut pas partir comme ça. La plupart, c'est à la chaîne. Ok, donc une seule personne ne peut pas s'absenter, mais même pas. Voilà, donc c'est complètement irréel. Maintenant, il y a le problème, par contre, des syndicats et particulièrement de la CGT, et particulièrement de la CGT dans cette usine. On a ce monsieur, c'est très bien. Quand on les entend à la télé, quand on voit comment ils font, ils sont fermés. Moi, j'ai l'impression que la CGT, il y a encore 5 ou 6 ans, était beaucoup plus ouverte, parlait quand même mieux avec les radicalisation. Et là, il y a vraiment une gauche de la gauche qui arrive, des gens obtus à laquelle on ne peut pas parler. Oui, on a l'impression qu'on a des gens obtus des deux côtés. Alors dans ce cas-là, aussi bien la CGT que de ce monsieur américain. Monsieur Wamen, bonjour. Bonjour, bienvenue, délégué CGT Goodyear à Amiens-Nord. Donc vous avez lu comme tout le monde, puis vous réagissez à propos de cette lettre envoyée par le patron de Titan. Il parle du syndicat fou, donc vous êtes le représentant du syndicat fou. Écoutez, je sais pas quel des deux est complètement fou. Je pense que ce monsieur, il aurait plus sa place dans un asile psychiatrique en tant que dirigeant d'un grand groupe. Et moi, j'entends quand même depuis ce matin un certain nombre d'inepties dites sur les ondes, aussi bien radio, enfin dans tous les médias, où la CGT serait aux commandes d'un bateau qui coule partout en France. Parce que cette stratégie industrielle dans notre pays, c'est pas la CGT qui les décide. Oui, mais Michael, je peux vous citer un extrait de cette lettre où c'est vrai que ce patron américain est très cynique, mais en même temps, il dit une vérité. Le fermier français veut des pneus pas chers. Il se moque de savoir s'ils viennent de Chine ou d'Inde. Titan va acheter un fabricant des pneus chinois ou indiens, payer moins d'€1 l'heure de salaire et exporter ensuite tous les pneus dont la France a besoin. Vous savez, rien que cette phrase-là, elle dit à elle seule la stratégie de ce groupe. Comme bien sûr. Groupes. D'ailleurs, il se permet de remettre en question la réalité rien à voir avec la CGT. Allez-y. Bon, aujourd'hui, quand il dit qu'il veut produire des pneus à moins d'€1 de l'heure, d'abord, il veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de projet industriel pour notre usine. Notre usine, Amiens n'est pas en Chine. Amiens est en France, c'est une ville française. Alors, il dit qu'il voulait faire de cette usine son usine premium en Europe. Et tout d'un coup, revirement de situation, il dit que la seule stratégie qui va, c'est d'aller produire en Chine. Et lui-même, on garde Michelin en disant Michelin. Dans 5 ans, il n'y aura plus d'industrie Michelin en France.
Vous savez, Michelin, il a certainement pas de leçon à recevoir ni de Goodyear ni de Titan, parce que quand on regarde les performances du groupe Goodyear et Titan, franchement, il n'y a pas de quoi d'être fier. Maintenant, ce personnage, qui quand même s'est présenté quasiment sous la bannière d'extrême droite aux États-Unis, qui a sorti un bouquin qui dit qu'il faut tuer les avocats, qui dit très clairement qu'usine Damiens, il faut la fermer et aller produire à l'étranger. Je pense qu'aujourd'hui, il s'en prend ouvertement au gouvernement. Il insulte les salariés français, il insulte l'État français. Il s'en prend dans la tête. Ah, vous savez, les gens aujourd'hui qui parlent sur votre antenne, là, certains qui sont autour de vous ne connaissent rien au dossier. Ça serait peut-être quelqu'un qui vient visiter l'usine et qui voit que les salariés qui se lèvent à 4h du matin pour aller faire le boulot sont tous sauf des feignants. Mais pourquoi M. Wamen parle-t-il d'une usine qui tournait 3 heures par jour, en fait? Alors, écoutez, quand il est venu visiter le site, effectivement, là où il a raison, c'est sur l'activité tourisme. Il y a une baisse d'activité très importante parce que le groupe Goodyear a décidé d'arrêter l'activité tourisme sur le site. Mais ce qui l'intéressait, lui, c'est l'activité agricole. Et quand on dit, comme il dit qu'il est très techniquement fort, il ne peut pas se tromper entre une activité tourisme et une activité agricole. Donc il a fait un mélange des deux, un amalgame des deux. Mais ce que M. Taylor a surtout aujourd'hui, c'est qu'il est en colère. Il est en colère parce que la CGT lui a annoncé, et c'est une vérité qui va vérifier dans quelques jours, on va aller aux États-Unis pour assigner le groupe Goodyear et le groupe Titan. Parce que vous savez, quand on va aux États-Unis, on va à Des Moines, là où Titan c'est l'acquisition d'une usine Goodyear, on s'aperçoit que le site est en racine Goodyear. Et qu'en réalité, tout ça, c'est une mascarade financière. Et que le groupe Goodyear et le groupe Titan, en réalité, économiquement, c'est le même groupe. Ils ont des parts d'action communes, ils travaillent ensemble. Et que le projet de reprise de l'usine d'Amiens Nord était en réalité une sous-traitance de la fermeture, comme on a pu le voir chez Molex, comme on a pu le voir dans pas mal d'entreprises. Il n'y avait pas plus de projets Titan que de projets de fermeture du groupe Goodyear. Donc oui, on est responsable. Oui, on est responsable d'une chose aujourd'hui à la CGT Goodyear. C'est que sur ce site, il y a toujours plus de 1000 salariés qui travaillent. Et sans la CGT, ce site, il serait fermé depuis 2007. Alors, si c'est ça jusque boutiste, eh ben, effectivement, je suis jusque boutiste et je revendique fièrement. Merci, monsieur Wamen, délégué CGT de Goodyear Amiens Nord. Merci d'avoir été quelques minutes. Bonjour à vos amis, hein. Bonjour. Bonjour, et puis, bonne journée à vous. L'idée, c'est quand même, je crois qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que les types qui bossent à Goodyear, ils savent que qu'il va pas y avoir de solution. C'est-à-dire quand je vous entends mes camarades là, vous êtes là en train de dire ils sont jusqu'au boutiste et plus dans la négociation. Tant qu'il y a une chance de négociation, je comprends que d'être jusqu'au boutiste, ça peut faire échouer la négociation. Mais là, il faut bien comprendre que comme dans beaucoup d'autres cas, et notamment comme dans le cas des Conti, il n'y a pas de vraie négociation. C'est-à-dire, il y a eu des négociations sur simplement l'organisation du travail. Il faut rappeler que sur ce dossier précis de Goodyear, la direction avait demandé aux syndicats et aux salariés de travailler différemment. Alors peut-être effectivement de travailler plus, d'être plus souple dans l'organisation du travail, et ça n'a jamais abouti ces discussions. Et ça dure quand même depuis plusieurs années. Il y a quand même tout un passif. Mais ce que dit la CGT depuis le début, et pas que la CGT d'ailleurs, parce que l'autre jour on a vu quelqu'un qui n'était pas de la CGT qui disait c'est de la CFTC qui disait exactement la même chose, c'est qu'en fait c'était du cinéma, et qu'en réalité la fermeture était programmée, et donc au point où on sont les mecs, attends, juste termine. Au point où en sont les mecs aujourd'hui, ceux qui veulent, c'est plus la réouverture de l'entreprise, c'est plus sauver l'entreprise parce que c'est mort, c'est partir avec le maximum de thunes. Et là, quand on veut partir avec le maximum de thunes, il s'agit pas d'être dans la négociation, il s'agit de taper du poing sur la table pour obtenir le maximum. Voilà. Non, tu peux pas obligé de taper sur la table. C'est ce qu'on a fait ailleurs et ça marche. Mais non, ça marche pas. C'est de la façon. Excuse-moi, mais de la façon dont il s'exprime, on a l'impression qu'il va en mordre absolument tout. On entend que la CGT, ils ont des propos qui est absolument, qui est une agressivité incroyable. À les entendre, ils sont vraiment. Le président de Titan est aussi agressif. Oui, mais attends, lui c'est un Américain. Voilà, avec les tous les Américains sont pas comme ça. Non, mais excuse-moi. Moi, ce qui m'a frappé en écoutant le représentant de la CGT, qui entre nous représente pas grand monde, il faut quand même le rappeler. Sur le site. Il est le délégué syndical. Et il est le délégué syndical. Mais d'accord. Comme un député, même si un député est élu avec 60% d'abstention, il représente sa circonscription. C'est pareil. Mais ça n'a rien à voir. Mais si, c'est la même chose. Mais tu dis, alors là, écoute-moi, comparer. Tu peux dire Messi 100 fois. D'abord, le Christ ne viendra pas, et ensuite, tu n'auras pas raison pour autant. Si tu es le joueur de foot. Si tu réfléchis 30 secondes, tu verras que c'est une absurdité juridique de comparer l'élection d'un député à l'élection d'un délégué syndical. Alors bon, cela étant dit, le débat, on en discutera après, ça va emmerder tout le monde. Sinon, quelle que soit sa représentativité, quand tu l'entends,
tu as l'impression qu'il a fait Polytechnique, qu'il a fait l'école des mines, qu'il a fait des écoles de commerce, qu'il a fait HEC, qu'il sait tout, qu'il est au courant de tout, qu'il a tout compris, qu'il faut envoyer les uns, je cite, en asile psychiatrique, que les autres disent des inepties, il faut absolument que les responsables n'aient plus la direction des affaires, etc. Bon, si réellement, comme tu le dis, tu as peut-être raison. Et je crois que tu as raison, c'était prévisible depuis des années. Qu'ont fait les syndicats? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé la sortie. Non mais, sauver l'outil de travail. C'est quand même ça l'intérêt des travailleurs. Enfin, c'est la direction de le faire. Non mais c'est à quoi ça sert à faire travailler des malheureux, mon vieux? Parce que c'est bien beau d'aller gueuler avec des drapeaux rouges. Mais si ta boîte veut fermer, mais ça c'est voilà. Là tu es dans l'idéologie. On est victime d'un système qui fait que l'idéologie rouge ketchup. Voilà, absolument. Si on se rend compte qu'une entreprise, ketchup c'est pour l'américain. Si on se rend compte qu'une entreprise va se casser la figure et qu'on a le temps d'une manière technique, économique, de corriger la dérive, on doit, syndicats et entrepreneuriat, œuvrer au sauvetage de l'outil de travail. Parce que l'outil de travail, c'est ce qui permet aux ouvriers de vivre. Mais attends, PSA, tu crois que les gars, ils vont sauver leur outil de travail? Mais c'est trop tard. Même s'ils travaillaient gratuitement. Mais c'est trop tard. Mais c'est une programmation boursière qui n'a rien à voir avec la réalité du travail. Ça veut dire qu'on est dans un grand cimetière industriel. Oui, je suis désolé, Collard. Il va falloir le dire un jour. Le politique aura les couilles de le dire, et ben il sera bon. Mais moi, j'admets complètement qu'on est dans un cimetière industriel. On n'attend pas de ça la politique, on attend de ça des solutions. Lève-toi et marche, c'est pas en politique qu'on te le dit. Hein. Alors laissez-moi vous lire ces réactions. Fabrice de Nevers, dans la Nièvre, qui me dit: bonjour mes chers grandes gueules, le patron de Titan dit tout ce que beaucoup de patrons pensent tout bas. Ils ne visent pas les ouvriers français, ils visent la CGT. Hervé de Quimper: contrairement à ce que j'entends ce matin, la CGT signe une majorité d'accords. La CGT est juste le premier syndicat de France, 650 000 adhérents, plus que tous les partis politiques réunis, n'en déplaise au Front National et n'en déplaise à Gilbert Collard et à toute la droite. Ludovic du Val d'Oise, ayant travaillé chez PSA, je peux vous assurer que les CGTistes, au-delà de ne représenter qu'eux-mêmes, ne travaillent réellement que 3 heures par jour. Et encore... Les représentants syndicaux, mais tout le monde le sait. Hein. Gaël de Seine-et-Marne qui nous dit: l'inintelligence des syndicats, Gilbert Collard l'a bien résumé. Blocage d'usines, pression sur les non-grévistes, grève permanente pour des revendications qui peuvent souvent prêter à rire. J'invite ces syndicalistes à investir leur argent, à prendre des risques, bref, à devenir PDG. Thierry Durone, Montebourg sollicite Titan pour la reprise de Goodyear. Titan vient sur place, se fait accueillir plus que mal. Le syndicaliste le plus stupide du monde envoie balader le mec qui vient sauver ses emplois en disant qu'il veut préserver des postes. Titan, mécontent après Montebourg, lui envoie une lettre sans diplomatie pour lui dire sa façon de penser. Quand on le prend pour un con, voilà, fin de l'histoire, me dit-il sur internet. Sincèrement, est-ce qu'il faut pas aller au-delà et laisser croire que le problème de l'industrie française serait la CGT, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, pour ce type d'activité, et notamment les pneus, il y a quand même une concurrence, c'est-à-dire que les Indiens, les Chinois, les Pakistanais font ça pas cher. Alors est-ce qu'il faut... C'est ça la réponse à comment on fait? Le plus important dans la lettre, c'est pas la CGT, c'est ce qu'il dit, c'est qu'en Inde, tu travailles pour un euro. Mais là, quand nous le disions pendant la campagne des présidentielles, on se faisait jeter. Non, mais il faut rétablir des protections aux frontières. Il faut rééquilibrer les lois sur le plan social, sur le plan fiscal, pour qu'on soit concurrentiel. Mais on sera jamais concurrentiel avec 1 euro par l'heure pour faire un pneu. On est bien d'accord. Il ne faut pas rester 1 euro par heure. Ça va augmenter. Ça va forcément augmenter par le fait de l'évolution de la vie. Mais quand on parle de la CGT, moi, si j'avais un membre de la CGT, j'en débattrais avec lui librement, de la même manière. Le port de Marseille, franchement, c'est quand même leur manière de faire. Docker CGT qui a détruit ce port. Bon, tous les Marseillais le savent, tous les Marseillais le disent. Parce que Gilbert est en campagne. Non, c'est vrai, mon Dieu. Qu'est-ce que je fais là? Attends, Gilbert, entre réfuter complètement la thèse qu'à un moment la CGT a eu du pouvoir dans les années 80 et que, profitant de ce pouvoir, ils ont été très loin et qu'ils ont foutu parfois le merdier dans des tas d'endroits, ça, personne ne peut le réfuter. Les mecs même de la CGT, quand ils parlent de leurs anciens, le reconnaissent. Mais depuis, énormément de choses ont évolué. D'abord parce qu'il y a des centaines d'accords qui sont signés par la CGT au quotidien pour que les entreprises continuent de vivre. Il y a des tas de lieux où la CGT a accepté d'augmenter la CGT nationale. La CGT n'a pas signé l'accord sur la compétitivité. Une fois de plus. Et en général, quand ils signent les accords, c'est parce que la société se sent
encore bien. Mais à partir du moment où la société va mal, ils savent très bien que l'usine s'est râpée. Mais ils font croire aux ouvriers que grâce à eux, ils vont leur sauver leur emploi. Ce qu'il faut, pendant ce temps-là, les ouvriers n'acceptent pas de formation. Je peux terminer. Pendant ce temps-là, l'ouvrier n'accepte pas de formation, croit à ces syndicalistes qui travaillent effectivement que 3 heures par jour, et encore, il faut voir, et ils leur font croire qu'ils vont monter merveille. Et à la fin, l'ouvrier se retrouve sans rien, le syndicaliste, lui, touche une grosse somme et va dans un autre. Elle a raison. Mais ça se passe comme ça. Celui qui est couillonné, c'est celui qui sait pas lire et qui sait pas écrire. Ce sont les ouvriers qui se font couillonner par les syndicalistes. Dans un instant, on continue d'en parler avec Guillaume. Il est technicien dans les Bouches-du-Rhône. Lui aussi a entendu parler de la lettre de Titan et veut réagir. Tiens, qui donne-t-il raison, au patron de Titan ou à la CGT? Vous continuez de réagir 32-16 pour être avec nous en direct sur RMC dans les GG, dans les grandes gueules. Mais écoutez bien, les vacances se profilent à l'horizon. Les vacances RMC. Les grandes gueules vous offrent une semaine de vacances en France pour 2 personnes dans un club Bel-en-Bras. Vous pourrez partir pour les prochaines vacances de printemps où vous voulez, mer, montagne ou campagne. Si vous gagnez, c'est vous qui choisissez. Pour jouer tout à l'heure, être en direct avec nous dans les grandes gueules et tenter votre chance, ce n'est pas compliqué. Vous vous inscrivez dès maintenant par téléphone au 3216 touche 6 ou bien vous m'envoyez RMC par SMS au 7 3216. Tentez votre chance pour gagner une semaine de vacances au printemps prochain dans un club Bel-en-Bras, mer, montagne ou campagne. 3216 touche 6 ou bien RMC au 7 3216. Vous serez 2 à être tirés au sort pour jouer avec nous à un petit jeu très simple. Faites vite, c'est parti. RMC 10h13h, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC. Gilbert Collard, Claire Petit, Étienne Livic sont les grandes gueules du jour. Dans moins de 10 minutes, on évoquera les otages français en Afrique. Ils sont 15 désormais, surtout avec une famille de 7 personnes, 7 de nos compatriotes enlevés au Cameroun. Et pour la première fois, un groupe djihadiste, islamiste, terroriste, mafieux, enfin on ne sait pas trop, enlevé des enfants. Et d'ailleurs, les 2 groupes ont été séparés, les adultes d'un côté, les enfants de l'autre, emmenés du Cameroun au Nigeria, d'après ce que l'on sait. La France aujourd'hui cible, l'Afrique terre hostile maintenant pour les Français. 3216 rmc.fr pour en parler dans moins de 10 minutes sur RMC dans les GG. Les réactions par mail à la lettre de Titan. J'ai Christian qui me dit: vu la tournure prise par certains patrons français ou mondiaux, je souhaite monter une entreprise de fabrication de fouets en tout genre. En effet, à la vitesse où ces patrons ne pensent que faire travailler plus vite et moins bien payé, le travail au fouet pour demain. Il y a du pognon à se faire dans ce domaine, ironise-t-il. Jacques qui nous dit: Monsieur Taylor ne fait que dire ce que les étrangers pensent de la France au niveau de l'emploi, du travail, des entreprises, de la législation. Jean-Jacques de Lunel qui nous écrit lui aussi en s'indignant face aux propos du PDG de Titan: on fait comme si la France était un pays où tout va bien, où notre commerce extérieur serait excédentaire, où nos sites de production seraient attractifs pour les investisseurs étrangers. Françaises, Français, ne vous inquiétez pas, nous sommes les meilleurs. Continuez comme ça, cachez-vous la vérité, et dans quelques années, vous serez ceux qui auront les meilleurs acquis sociaux, mais vous serez sans travail. Inversement, dire ça ne fait pas avancer le schmilblick, à mon avis. S'auto-flageller, se dire qu'on est les plus nuls, les plus mauvais, et qu'ailleurs c'est le paradis, je pense que ça n'arrange rien, parce qu'il y a quand même, moi j'ai été frappé, je sais pas, comme vous, par ce que disait Fabius il y a quelques jours. Il a été en Inde et il s'est aperçu qu'en Inde, il y a autant d'ingénieurs que le nombre de Français. C'est-à-dire qu'il y a plus de 60 millions d'ingénieurs en Inde. Comment veux-tu aujourd'hui lutter contre ces empires économiques qui effectivement sont en train d'accaparer la croissance, et la croissance elle est plus chez nous, elle est à zéro ou négatif, elle est là-bas. Donc c'est ça le problème de fond. C'est pas autre chose. Oui, mais alors la réflexion, tu donnes une réalité géopolitique incontestable. Il y a 500 millions de Chinois qui sont sur Internet tous les jours. C'est-à-dire à eux tout seuls, les Chinois, ils dominent le monde de l'Internet. Il y a plus de Chinois sur Internet que d'Américains ou d'Européens. Et aujourd'hui, le monde change. Les hommes politiques doivent arrêter de nous faire croire qu'on va revenir en 1970. C'est mort. Oui, nous devenons un petit pays et nous devons nous comporter comme un petit pays. Nous serons un pays d'émigration. Nos enfants iront travailler en Chine, ils iront travailler en Inde, et c'est très bien, et c'est souhaitable. Arrêtons de mentir. Alors c'est extraordinaire. C'est complètement faux. Vas-y, comme tu veux. Tu veux y aller ou tu veux que j'y aille ? Vas-y, je t'en prends. Moi, je trouve complètement extraordinaire qu'un européiste comme toi puisse parler de cette manière-là. Parce que, première observation, cette réflexion américaine désobligeante, elle a été faite il y a plusieurs mois
par un haut représentant du gouvernement chinois. La même. Il disait quasiment les mêmes choses. Bon, c'est quand même étonnant que d'un côté on entende ces critiques et de l'autre aussi. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ça devrait quand même nous amener à réfléchir. Deuxièmement, tu prends acte de cette mondialisation. Mais c'est une vérité. Mais qui dit le contraire ? Qui est en train de nous réduire à l'état d'otage de la finance. Mais réfléchissons de toute façon. Troisièmement, vous avez construit, comme Offenbach construisait ses opérettes, l'Europe. Et elle t'apporte quoi, ton Europe ? C'est elle qui aurait dû nous permettre de lutter contre la mondialisation. C'est mort. Ça, tu l'admets. Voilà. Tout le monde l'admet. Voilà. Mais je crois que l'honnêteté, c'est quand même de dire aux gens, ceux qui auraient dû nous permettre de lutter contre l'Europe, c'est pas assez protégé. Contre la financiarisation. Parce que c'est même plus la banque qui nous tient. Ce sont les financiers qui s'appuient accessoirement sur les banques, reliés à la mondialisation du commerce, qui utilisent les pays qui n'ont pas les systèmes de protection. L'Europe nous tue. Oui, déjà, moi je voudrais dire à Étienne d'arrêter de fantasmer avec la Chine. Moi, pour travailler depuis 3 mois avec la Chine, je les découvre. Crois-moi, ils sont pas bons, mais pas bons du tout. Ils sont déjà les premiers à se copier entre eux, à refaire. Ce ne sont que des petites entreprises qui, en définitive, ne suivent absolument pas. Quand tu passes des commandes, tu reçois autre chose. Quand tu as affaire avec eux, ils sont incapables de traduire l'anglais. C'est pas aussi évident que ça. Crois-moi, il y a le truc. La Chine, c'est extraordinaire, c'est super. Non, nous avons justement, nous, à nous battre énormément. Nous avons un savoir-faire. Nous avons de très très bons ouvriers. Il ne faudrait pas justement que des syndicats obtus cassent cette machine. Parce que eux, ils ne voient que leur intérêt et ils en ont rien à faire de leurs collègues. Guillaume, bonjour. Oui, bonjour. Technicien dans les Bouches-du-Rhône, technicien biomédical. Alors dans cette affaire Titan contre CGT Goodyear, vous êtes pour qui en fait, Guillaume, vous tiens? Je suis pour. C'est un peu franc. La lettre est un peu trop franche, je trouve. Mais après, il dénonce quand même une certaine vérité. Vous l'avez dit un peu autour de la table. C'est-à-dire que les syndicats ne travaillent plus pour les salariés, quoi. Absolument. Et pourquoi vous dites ça? Parce que c'est évident. Attendez, il y a des exemples en ce moment qui sont assez flagrants quand même. Lesquels? France, le port de Marseille, Goodyear, ça fait 5 ans qui refusent systématiquement les choses. D'après ce que j'en sais, attention. Après, il y a Renault. Là, ce matin, j'ai vu ça sur BFM. Ça, c'est pas le problème des syndicats. Qui l'apporte. Mais Guillaume, attendez, moi je veux bien, je veux pas défendre la CGT parce que je pense que effectivement c'est un syndicat qui lui là aussi s'accroche à une France qui n'existe plus. Je suis assez d'accord avec Étienne là-dessus. En revanche, dire que le problème de Renault et de Goodyear c'est la CGT, excusez-moi, c'est se tromper. Le problème de Renault, c'est qu'il y a une crise de la production et de la consommation des bagnoles en Europe. Voilà, on achète moins de bagnoles. Donc tant qu'on achètera moins de bagnoles, Renault et Peugeot, sauf à les vendre ailleurs, c'est-à-dire sur d'autres marchés et notamment en Chine, Renault et Peugeot n'iront pas. Pareil PSA, ils ont eu des problèmes de gestion, ils sont partis sur des côtés qui n'étaient pas trop bons. Oui, et puis ils ont parlé sur le marché européen et ça marche pas. Ils aident pas la chose. Et je trouve qu'on a oublié un terme qui est conscience professionnelle et on travaille juste pour soi et puis dès qu'il faut taper, faire un peu de sacrifice et tout, il n'y a plus personne, on peut pas. Sauf qu'on est en crise, faut pas se voiler la face, quoi. On va mal, on est en crise. Au bout d'un moment, faut faire quelques sacrifices et. Est-ce que ça va pas au-delà? C'est-à-dire que faire des sacrifices. Regardez la Grèce. Aujourd'hui en Grèce, il y a une nouvelle journée de grève générale. Attendez, laissez-moi terminer. La Grèce, ça fait maintenant 5 ans que on lui demande de faire des efforts et il y a aucune porte de sortie. Et Chypre prend le relais. Aucune porte de sortie. Donc est-ce qu'il faut pas réfléchir à autre chose? C'est-à-dire on a changé de monde. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter que la France ne sera pas la France des 30 glorieuses et que l'Europe maintenant. Mais non, vous êtes en train. Les choses différemment. Vous êtes en train de baisser le pavillon. Bon, moi je te donne raison sur le constat. Mais si on voulait avoir le courage révolutionnaire de prendre acte, tu as raison, que la France, on est dans une France qui n'existe plus. Il y a les vents d'un nouveau monde qui nous assaillent. Il faut qu'on ait le courage
de faire les réformes qui nous sauveront. Et le premier acte courageux, c'est de nous protéger. Mais ça n'existe le deuxième pas. acte, mais arrête de si demain t'as 50 d'Europe, il n'y a plus un paysan en France. Mais attends, mais qu'est-ce que tu... Les paysans ne vivent que sur la Pax. Si jamais on est protégé... Mais parce qu'on leur a imposé un mode de fonctionnement qui les oblige. Tu paieras ton kilo de terre 10 €. Mais arrête avec ta théorie du fromage unique. Mais non, je te promets. Il est clair. On ne vit que sur l'Europe. Mais il est... Mais comment on vit, on en crève, on est à 1800 milliards d'euros de dette, enfin. Gilbert, ça va durer combien de temps, cette mendicité? Gilbert, est-ce que donc toi tu proposes la politique du village gaulois, mais non, mais arrêtez non, mais je veux savoir. Non, mais Gilbert, arrêtez de vous enfermer dans des formules de formol intellectuelles. Bon, c'est pas le village gaulois, je me sers même de ce que tu dis. Bon, on est agressé de toutes parts. Bon, on n'a pas mis en place les mécanismes économiques qui nous auraient permis de nous protéger, de rééquilibrer les méthodes de lutte économique. On est passé à côté. Bon, maintenant il nous reste très peu de temps pour le faire. On le fait, on s'en sort peut-être. On le fait pas, on va devenir les petites provinces du monde. D'accord. Voilà. Et l'enjeu, il est colossal. Je salue Guillaume qui était avec nous, mais au cœur de la lettre du PDG de Titan, effectivement, il y a le coût du travail, 1 € par jour. Alors même en disant que la France, c'est plus que ça, c'est plus d'un euro. C'est plus qu'1 € par jour. Allez, je t'en mets 2,50, ça te va? Je t'en mets 2,50. Ça fait quand même 5 fois moins qu'en France, ou beaucoup plus qu'en France. Oui, mais ça change. Alors, ce que je veux dire, mais dans ces cas-là, quel est le langage de vérité à tenir? Le langage de vérité, c'est de dire qu'il faut adapter. Il faut adapter. Alors dire que Goodyear va fermer et adapter la politique de la France à cette nouvelle réalité, c'est-à-dire d'arrêter de vouloir être un pays dominant, d'arrêter de vouloir avoir tous les artifices d'un pays encore puissant, se dire que par exemple on n'a peut-être pas besoin d'une armée, qu'on n'a peut-être pas besoin qu'on est devenu un petit pays. Attends, laisse-moi terminer. Qu'on est devenu un petit pays, que dans ce cadre-là, on est effectivement dépendant des autres, trouver nos produits d'excellence qui nous permettront de vivre avec une plus-value et permettre à nos enfants de dire on fait partie d'un village monde et dans ce village monde on va s'éparpiller pour survivre. Peut-être même que le concept de France est quelque chose qui est un petit peu dépassé. C'est complètement dingue. À chaque émission tu dis ça aux jeunes, quittez la France, partez, notre pays ne vaut plus rien. On élève nos enfants, on fait des enfants, mais surtout c'est pour aller vivre ailleurs. Non, il y a aussi en France, je suis désolé, la possibilité de se développer. La seule chose qu'il faut faire, c'est justement énormément investir dans la recherche, être un petit peu plus intelligent. Les grosses usines, tout ce gros matériel-là, effectivement, c'est terminé. Mais il y en a d'autres. Il y a une nouvelle technologie qui arrive. Mais là-bas, ils ont des cerveaux aussi. Pourquoi c'est honteux de dire que la France, c'est... Mais quand tu es temps, Étienne, tous ces cerveaux-là, c'est payer les impôts, que nos enfants aillent à l'école, qu'ils aillent en fac, qu'ils fassent leurs études et après qu'ils partent ailleurs. Non, il faut savoir les garder. Justement, il faut pouvoir aider tous ces jeunes à s'installer en France, à développer en France, et on a largement de quoi faire aussi. On n'a pas besoin d'avoir nos enfants qui partent à l'étranger. La France, moi je suis française, mes enfants sont français, je veux qu'ils travaillent et mes petits-enfants restent là et que je puisse les voir. Bon, donc on t'a sur le dos pour un bout de temps alors. Oui. Ouais, parfaitement. Et les descendants aussi. Et les descendants, moi, mal barré. Oui, non mais moi, il y a une phrase que je n'accepte pas. Même si elle est vraie. Tu vois? Oui, j'ai bien compris. C'est que jamais je ne dirai, même à genoux, une balle, une arme sur la nuque, que la France est un petit pays. Parce que tu as deux dimensions dans la France. Tu as une dimension économique, c'est vrai, elle est mauvaise. Et tu as une dimension morale. Symbolique, plutôt. Symbolique. Et je céderai jamais sur la symbolique. Parce que tu vois, je crois qu'on va mal, parce qu'on a trop cédé sur la symbolique. On a trop accepté depuis des années et des années d'agenouiller la France devant toute une bande de cons. Mais ça, c'est un fantasme d'extrême droite. Non, bien sûr, mais l'extrême droite, elle te dit bonjour. Voilà, comme non, ça, mais c'est un fantasme, ça, Collard. Et quand tu dis, Liebig, quand tu dis qu'on est un petit pays, c'est toi qui es petit. Oui, c'est toi qui es petit. Reconnais. Moi, je pense que la France est un grand pays, malheureusement dirigé par des petits. Tu me comprends, hein? 11h-20, vous restez avec nous sur AMC dans les grandes gueules. En attendant, la France est exposée via ses ressortissants. La France est en guerre au Mali et les ressortissants français sont exposés aux enlèvements, aux groupes mafieux, djihadistes, appelés comme vous voulez. L'Afrique, terre hostile désormais pour la France. On en parle dans un instant avec l'enlèvement de nos compatriotes au Cameroun, adultes et enfants. 32-16 pour réagir dans les GG.
Mais à 11h-20, on me dit qu'il est encore temps pour vous de vous inscrire pour partir en France, à la mer, à la montagne ou à la campagne, dans un club bel en bras, jouer dans un quart d'heure. Vous pouvez encore vous inscrire au 3216 touche 6 ou m'envoyer par SMS RMC au 7 32 16. 2 d'entre vous tirés au sort juste avant 11h. Vous jouez avec nous, c'est un jeu très simple, très rapide, faites vite, allez-y. Ouais, vous avez encore 10 minutes devant vous. 32 16 touche 6 et RMC au 7 32 16 pour jouer et gagner une semaine de vacances pour 2 personnes. Alors j'ai Vincent qui est dans la Sarthe et qui m'envoie ce mail sur internet rmc.fr pour me dire: savez-vous comment les Français sont vus par les étrangers? Je travaille beaucoup avec des sociétés dans le monde, Inde, Roumanie, Émirats Arabes, Turquie, Lituanie. Ils ont une vision assez claire sur le monde du travail en France. Pour eux, les Français sont des grévistes. Certaines sociétés ne veulent plus s'implanter directement en France par crainte de grève. Concernant mon domaine, ils préfèrent travailler avec des agents commerciaux qu'avec des commerciaux salariés. 35 heures, grève, coût salariat, vacances, RTT, cela les motive pas à créer des usines chez nous. Éric Duron, pourquoi ne pratique-t-on pas le protectionnisme industriel? Goodyear vend des pneus fabriqués en Asie, dans le monde entier. Regardez, sur les pneus, c'est écrit, c'est marqué. En revanche, pour le marché US, c'est produit aux États-Unis. Pourquoi ne sommes-nous pas capables, nous aussi, de protéger notre industrie? Ça fait plaisir à Gilbert, ce mail. Loïc du Val-de-Marne qui dit: je travaille pour Dunlop. Je pense que le premier responsable, c'est le consommateur final. Pour exemple, nous produisons une grande partie de la moto à Montluçon, contrairement à Michelin qui ne produit quasiment plus rien dans notre pays. Ce qui n'empêche pas le consommateur de dire: j'achète français, j'achète Michelin. Le consommateur veut le mieux, mais au moins cher. Peu importe la provenance, et pourtant, il est le premier à être scandalisé lors de la fermeture d'usines en France. Alors, un peu de patriotisme dans l'achat. Y compris d'ailleurs pour l'alimentation. C'est absolument dingue de pas préférer des produits qui sont fabriqués en France ou en Guadeloupe et d'aller chercher des bananes américaines. C'est marqué. C'est marqué en grand. Il faut vraiment inviter nos auditeurs et nos auditrices à acheter français. On a vraiment besoin de soutenir notre économie là. C'est vital. Notre réputation n'est plus à faire, malheureusement. Il suffit de lire la presse étrangère, la presse du côté de l'Asie, pour voir quel est le regard aujourd'hui que l'on porte sur la France. C'est un mail de Thibaut sur internet rmc.fr. Vous continuerez à agir comme tous les jours, 10h à 13h, quand c'est l'heure des grandes gueules. RMC, 10h13h, les grandes gueules. Les GG en direct sur RMC, Claire au Petit, Étienne Yébig, Gilbert Collard sont les grandes gueules du jour. Tout à l'heure 11h, on fait un tour au pays de Hollande et notamment pour reparler de la guerre UMP à Paris entre Claude Goesgen et Rachida Dati et des propos rapportés par le Canard enchaîné. C'est assez croquignolé. On vous racontera ça tout à l'heure au pays de Hollande. 11h moins le quart, au cœur des GG maintenant, 15 otages français détenus au total en Afrique. Nous sommes le pays occidental qui a le plus d'otages aujourd'hui aux mains des ravisseurs, avec une famille de 7 de nos compatriotes enlevés au Cameroun. Ces Français, je l'ai dit, étaient installés là-bas pour des raisons professionnelles, dépendant d'une grande entreprise d'énergie. Ils faisaient une excursion touristique dans la partie nord du Cameroun, près de la frontière du Nigeria. C'est une zone dangereuse. Je dois dire d'ailleurs à tous nos ressortissants de prendre beaucoup de précautions, puisque l'on sait la menace qui existe. Alors effectivement, il y a donc ces 7 Français qui étaient des travailleurs au Cameroun pour l'entreprise, enfin l'un de ces Français enlevés, l'un des adultes travaillait pour GDF Suez, ont été enlevés. On a visiblement séparé les adultes des enfants qui sont petits, donc a priori peut-être que les enfants seront libérés, ou alors les enfants vont être aussi servir aussi de monnaie d'échange. On parle d'un groupe terroriste, mais pour l'instant il n'y a pas de revendication, donc on ne sait pas précisément qui a enlevé ces Français. Quand même, moi, ce qui m'interpelle, c'est que la France est le pays au monde qui est le plus d'otages retenus à l'étranger, et notamment en Afrique. Et ça, c'est quand même quelque chose parce que pendant très longtemps, effectivement, on avait la stratégie de payer, pour récupérer nos otages. Là, visiblement, Hollande a dit c'est terminé, on ne paye plus, mais on continue donc d'enlever des Français. Mais je m'excuse, mais les Français ont le plus d'otages, mais les Français sont extrêmement nombreux en Afrique. En pourcentage de présence,
France, je suis pas persuadé que les Français soient plus en otage. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont en Mauritanie, qui sont coopérants, qui travaillent pour des ONG. La France est extrêmement présente. Donc, et on a beaucoup d'entreprises. Bah, évidemment, on a beaucoup d'entreprises comme Areva, etc., qui sont dans des pays africains. Et effectivement, depuis longtemps, beaucoup de pays africains, que ce soit de l'Afrique du Nord jusqu'au Mali, sont des pays qui ont été d'anciennes colonies françaises. Donc, on y a encore à la fois des représentants et encore de la puissance économique, bancaire, etc. Donc, c'est un petit peu, c'est pas normal, mais disons que c'est logique par rapport à une logique mathématique très con que ce soit nous qui ayons le plus d'otages. Moi juste, je voudrais dire encore une fois que la distinction est toujours très difficile à opérer entre des crapules pures qui enlèvent des gens pour toucher de la thune, que ce soit pour ensuite trafiquer la drogue, les armes, etc. Puisqu'on sait que en fait tout ça sont des passages de toutes ces armes qui servent et de toute cette drogue qui va être déversée aux États-Unis ou ailleurs. Et donc en fait on fait très peu la différence. Ensuite que les mecs se donnent le nom d'un groupe terroriste reconnu, etc. C'est absolument pas contrôlé par une main centrale. Pas sûr qu'on soit dans du politique pur. Là, oui, mais on est rarement dans du politique pur. En réalité, à chaque fois, c'est des crapules qui veulent toucher de la thune. C'est un système de redistribution de l'argent par le rapt. C'est voilà, comme ça c'est toujours fait. Mais maintenant, ça se fait au niveau mondial à la place de se faire au niveau français. Voilà. Alors Claire et Gilbert, avant de vous donner la parole, Daniel qui est en Haute-Garonne, qui est professeur et qui a vécu 3 ans au Cameroun. Bonjour Daniel. Bonjour les grandes gueules et bonjour à tous les auditeurs. Vous connaissez cette route là qui mène vers le parc naturel de Ouaza notamment? Alors moi je connais la route qui mène au nord et notamment parce que à l'époque j'étais employé pour un grand groupe qui s'appelle CFAO, je vendais des voitures et je faisais remonter des voitures que je vendais au Tchad, donc qui traversaient notamment toute cette partie. Mais je la connais pas cette route pour une raison simple, c'est qu'on m'interdisait formellement de la pratiquer. Et pourtant j'ai vécu au Cameroun entre 2002 et 2005, il n'y avait pas encore tous ces problèmes de prise d'otages et de terrorisme. Mais déjà à l'époque, et c'est le sujet de mon appel, je veux dire, il y avait des mesures de sécurité. Le Cameroun, c'est pas un pays tranquille, hein. C'est un pays qui a toujours été relativement violent. C'est un pays où, à l'époque où j'étais, il y avait des braquages de voitures, il y avait des braquages dans des restaurants, il y avait des coupeurs de route. Je comprends pas, l'objet de mon appel, c'est le suivant, je ne comprends pas qu'une grande société comme GDF n'est pas prévenue, n'est pas interdit à son expatrié de faire ce genre de périple, surtout avec ses enfants. Oui, mais Daniel, vous voyez, quand vous regardiez hier, et c'est un voyagiste, Jean-François Rial, patron de Voyageurs du Monde, qui le disait, quand vous regardiez la carte du Quai d'Orsay, sur les zones à risque, ou les zones qui ne le sont pas, donc les zones vertes, où on peut se balader, les zones rouges où il ne faut pas se balader, eh bien vous aviez l'ensemble du Cameroun, et même le nord du Cameroun qui était en vert, et vous aviez le Nigeria en rouge. Donc il y a aussi un problème des autorités qui tiennent un double discours, parce que hier Hollande nous dit c'est très dangereux cette région, mais jusqu'à présent le Quai d'Orsay ne le disait pas. Oui, tout à fait. Mais je vous ferai remarquer d'ailleurs qu'il y a 15 otages français en Afrique, il n'y a pas un seul Américain. Je peux vous garantir que les Américains sont très présents en Afrique, et notamment au Nigeria, un peu partout. C'était ma question, oui, mais eux, ils font autre chose. Alors, nous, à l'époque, on se foutait un peu de leur gueule, mais quelque part, on comprend maintenant. Ils ont des bases de vie, ils sont hyper sécurisés, ils ont leur propre service d'ordre, leur propre service de sécurité. Moi, je me rappelle justement, j'ai habité dans un appartement qui, au préalable, était habité par des Américains. Quand je suis arrivé dans cet appartement, c'était Fort Knox. Il y avait des grilles partout sur les fenêtres, etc. C'était complètement bunkérisé. Moi, j'ai fait enlever tout ça parce qu'on voyait même pas le soleil. Mais il faut comprendre, quoi. Les Américains, eux, ne se font pas prendre en otage parce qu'ils savent très bien que ces zones-là sont hyper dangereuses. La frontière, de toute façon, toute la frontière ouest avec le Nigeria est hyper dangereuse. Donc ça veut dire que pour certains, on manque un peu de précaution, un peu de prudence, quoi, en fait, les Français, parce qu'on a tendance à se sentir peut-être un peu trop en confiance dans certains pays africains, comme il y a la proximité aussi de la langue, et à se dire on peut y aller. Alors Daniel aussi. Ouais, tout à fait. On oublie quand même que le Cameroun a été décolonisé par la France à coup de napalm, qui a donc quand même un certain ressentiment vis-à-vis des Français. Et il y a le conflit au Mali en ce moment. Il y a le conflit au Mali, mais le conflit au Mali, à la limite, moi je vois ça comme périphérique. D'accord. De toute façon, je suis déjà très étonné que cette famille ait pu arriver
justement à Ouaza comme ça, sans se faire agresser sur la route. Daniel, merci d'avoir été avec nous. Merci de ces éléments, puisque vous connaissez la région, vous avez habité au Cameroun. Merci Daniel, bonne journée. À bientôt sur RMC. Au revoir, Claire et Gilbert. Je crois pas qu'il y ait, contrairement à ce que dit Étienne, je crois pas qu'il y ait un lien entre le pourcentage de Français présents sur les territoires africains et le développement des enlèvements. Je crois que c'est lié à plusieurs facteurs. Le premier peut-être, si on est dans le politique, c'est-à-dire dans le terrorisme, aussi si on est dans les affaires, c'est-à-dire la crapulerie, c'est que on est un pays complètement émotif. On est dans un impératif atmosphérique en France. On réagit complètement à l'émotion, quoi. Et ces entrepreneurs de prise de vie se rendent bien compte que, parce qu'ils sont informés, il faut pas les prendre pour des blaireaux qui sont déconnectés de tout. Ils ont des téléphones satellites. Ils savent très bien qu'en France, tout de suite, c'est le grand clavier à émotion qui va ouvrir le journal de 20h, les radios, et que ça va exercer forcément une pression sur un État qui est complètement tremblotant devant l'opinion. Bon, ça, c'est un facteur qui, à mon avis, entre en ligne de compte. Bon. D'où la prise aussi d'otages des enfants, cette fois-ci, pour franchir un cran supplémentaire. Je pense qu'on est véritablement dans un processus criminologique étudié. Parce que on nous présente ces prises d'otages comme des trucs qui tomberaient du ciel. Non, c'est organisé, c'est fait pour être très rentabilisé, c'est fait pour être médiatisé. Bon, et puis il y a aussi cette dimension quand même qu'on veut pas voir, c'est qu'on est dans des pays où on a exercé une présence coloniale et qu'il y a des comptes à régler. Je crois que tu les prends quand même pour un petit peu plus intelligents qu'ils ne sont. Oh là là, alors là. Moi, je reste persuadé que la prise d'otages avec les enfants ont été justement un effet de circonstance. Bon, effectivement, ils ont dormi à cet endroit-là. Quelqu'un a dû les prévenir, c'est sûr. Il y a des Français, en plus il y a des enfants, c'est super. Mais 24 heures avant, ils ne pensaient pas, et peut-être même 1 heure avant qu'on les prévienne, ils ne pensaient pas enlever des enfants. Ça a été une opportunité par la négligence des parents. Ça, c'est sûr. Ils n'étaient pas obligés de les enlever. Non, mais attends, évidemment. Il y a eu une opportunité, ils ont sauté dessus. Moi, tu dis qu'on est un pays sur l'émotion. Oui, je dois dire que oui. Moi, j'arrête pas de penser à ces enfants. C'est terrible. Qu'est-ce qui doit arriver? Tu te rends compte quand tu es là avec tes enfants dans ta voiture, la mère, les parents qui sont d'un côté, les enfants de l'autre côté. C'est atroce. Si, moi aussi. Mais quand je dis qu'on est... Attends, je t'en supplie. Quand je dis qu'on est dans l'impératif atmosphérique, ça veut pas dire que de savoir que des enfants ont été enlevés, ça me déchire pas le cœur. Ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir derrière cela toute une industrie de la communication qui n'a rien à voir avec l'authenticité de l'émotion. Il y a une réalité, c'est celle-là. Là, maintenant, il va falloir qu'on se pose quand même les bonnes questions. Doit-on avoir autant de Français qui vont là-bas? Et qu'est-ce qu'il se passe à l'heure actuelle? C'est vrai que nous avons mieux protéger les salariés français de ces boîtes. À partir du moment la première chose, c'est que le consulat ne les informe pas. Moi, quand je me rappelle, quand je suis arrivé au Tchad, s'il te plaît, Gilbert, quand je suis arrivé au Tchad, j'ai pas été informé. Je peux finir. Quand tu as un gouvernement qui dit ça y est, nous sommes en guerre. Oui, c'est vrai. Et que tu as autant de personnes qui travaillent en Afrique. Et que tu vois que là, il y a encore marqué en vert, vous pouvez aller vous promener, etc. Tu as une responsabilité. Tu n'as pas uniquement la responsabilité des militaires. Tu as les responsabilités de toutes les personnes qui travaillent là. Et là, il y a une négligence incroyable, mais complètement incroyable. Alors, Monsieur Guerre, on n'a pas élu un président de la République pour qu'il soit Monsieur Guerre, et ben qui protège un petit peu aussi. Non, mais ça c'est deux choses. C'est je pense que ça justifie rien à voir. Quand tu fais une chose, tu fais tout quand même. Claire, on peut parler aussi. Moi, je pense que ça justifie quand même la guerre contre l'islamisme. Et deux, en revanche, effectivement, on peut se poser des questions sur le manque de sécurité pour nos Français. L'islamisme radical, précise-le. Il faut bien dire que c'est l'islamisme radical. Non, mais l'islamisme, c'est forcément radical. Non, parce que tu as des gens qui sont... Comme tous les non-ismes, le fascisme, l'islamisme et le communisme, c'est du radicalisme. Je suis désolé, je vais pas me faire des amis, mais c'est quand même le principe du non-isme, c'est quelque chose qui est contraire à la démocratie. Et en tout cas, l'islamisme, il faut les éradiquer, et puis surtout il faut protéger les Français. Je suis d'accord avec Claire. On sait qu'il y a un ingénieur français, Francis Collomb, qui a été enlevé sans doute par le même groupe ou un groupe concurrent ou une filiale au Nigérien. On sait que là on est à la frontière entre le Cameroun et le Nigérien. Je ne comprends pas que cette famille puisse comme ça se balader dans un parc naturel, ou alors soit ils étaient eux-mêmes imprudents, il faudra le savoir, ou soit on a oublié de les informer, c'est dangereux. J'ai un mail d'Alex qui me dit ces prises d'otages sont le talon d'Achille de notre démocratie dans ce genre de conflit.
conflit, les terroristes ou autres bandits ont bien compris l'intérêt médiatique des enlèvements. Éric du Rhône nous dit quand allons-nous utiliser la manière très forte avec ces groupuscules néfastes dans le monde entier? Quel pays va oser leur faire payer le prix fort de leur lâcheté, m'écrit Éric. Et quand on arrive à les attraper, ils se font systématiquement dézinguer, ils sont condamnés à mort, etc. Faut arrêter de penser que les pays dans lesquels ça se passe soutiennent. Mais non, il y a aucune indulgence. Les premières victimes, ce sont les Camerounais. Parce qu'il y a eu des enfants camerounais qui ont été enlevés. Il y a des Camerounais qui ont été victimes de bien sûr, et au Nigeria aussi. Bien sûr. Aucun État. Ce qui compte, c'est que effectivement, on devait devant des groupes qui ne sont soutenus par aucun État. Allez, mesdames et messieurs, c'est à démontrer. S'il vous plaît, par les États dans lesquels ni Cameroun ni Niger. Ah oui, nous avons Axel et Franz, Axel du Val d'Oise et Franz du Loiret qui sont impatients. Ils attendent, ils veulent gagner une semaine de vacances en France dans un club Bellambra. Les vacances RMC. Une semaine pour deux en France, au printemps, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Bonjour Axel. Bonjour. Bonjour Franz. Bonjour, alors, messieurs, vous connaissez le petit jeu, c'est tout simple. Hein. J'ai une valise de vacances devant moi, il manque un objet dans cette valise. À vous de découvrir lequel, et celui d'entre vous qui trouve, eh bien, il part en vacances. C'est parti. Axel, qu'est-ce qui peut manquer dans la valise, à votre avis? Alors, il manque peut-être les lunettes de soleil. Pardon? Les lunettes de soleil. Non. Franz? La crème solaire. Non. Axel? La paire de tongs. Non, c'est pas une paire de tongs. Franz? Une paire de palmes. Une paire de palmes, non. Je vais vous donner un petit indice. Ça sert si on part se balader. Axel? Des chaussures de marche. Non. Franz? Une paire de jumelles. Non, ça sert si on part se balader en randonnée, par exemple. Axel? Un bâton. Non. Franz? Une gourde. Non. Axel? Un chapeau. Non. Franz? Une canne. Non, ça sert pour partir se balader en randonnée et pour rester sur le bon chemin. Axel? Une boussole. Ah, attends, non, c'est Axel. Une carte. Franz? Ouais. Une boussole. Une boussole, bravo, bien joué, Franz. C'est vous qui avez gagné, c'est la boussole, effectivement. C'est cool. La boussole, mon cher Franz, c'est cool. Bien, donc c'est les vacances au printemps prochain, hein, les vacances de Pâques, comme on dit. La mer, la montagne ou la campagne, c'est vous qui choisirez. Le club Bellambra pour 2 personnes. Pas mal la vie là, avec RMC et les grandes gueules, Franz. C'est génial. Et puis je vous remercie toute l'équipe d'RMC, une radio vraiment géniale, quoi. Et puis si vous permettez, je vais passer un petit bonjour à tous mes compatriotes de l'île de la Réunion, Rayonnais, Rayonnaises et tous les métropolitains qui sont là-bas. Eh bien, c'est fait par l'intermédiaire d'RMC, mon cher Franz. Et puis, je vous mets un petit t-shirt des grandes gueules en bonus. Salut, Franck. Salut, Franz. À bientôt sur RMC. Dans 2 minutes, les infos et ensuite retour des grandes gueules pour faire un tour au Pays d'Aule. 10h, 13h. Alain Marchal, Olivier Truchot. Pourquoi devrais-je perdre mon temps à vous écouter? Parce que je veux me faire entendre. Moi aussi j'ai une voix. Les grandes gueules. C'est là ta dernière chance. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, 10h, 13h. Les grandes gueules avec aujourd'hui Étienne Liebig, éducateur. Il travaille en banlieue. L'ami Étienne avec les jeunes, avec les hommes. Claire Petit, elle est commerçante. Elle est avec nous sur RMC dans les GG. Et puis alors, j'ai reçu un petit mail il y a quelques minutes disant, mais Claire, elle est commerçante, qu'est-ce qu'elle fait? Mais Claire, elle commercialise des cigarettes électroniques. C'est voilà, j'ai plus de commerce maintenant. Et Gilbert Collard est avec nous. Maître Gilbert Collard, avocat et député de la République, élu sous l'étiquette Rassemblement Bleu Marine. Justement, du Gard. Député du Gard, oui. Précisons bien. Justement, tout à l'heure à 12h05, comme tous les mercredis, ce sera le Conseil des GG, les élus de la République, les grandes gueules de la politique avec nous durant 1 heure. Philippe Martin, député socialiste du Gers, Philippe Meunier, député UMP du Rhône, et Alexis Corbière, secrétaire national du Parti de gauche. Il est conseiller de Paris, c'est-à-dire conseiller municipal à Paris. Et évidemment, le Rassemblement Bleu Marine n'est pas représenté, ni le Front National. T'es là pendant 2 heures, camarade. Ah, je savais pas, merde. Je savais pas que t'étais avec nous pendant 2 heures. Non. Ça t'avait échappé. 11h30, envoyer des mails perso du boulot peut vous faire licencier. La justice a donné raison à une entreprise qui avait mis à la porte en 2 minutes un salarié pour faute grave. Il envoyait des petits courriels d'humour, des petites vannes, des blagues, voire grivois parfois à ses collègues. Eh oui, aujourd'hui on peut se faire virer pour ça. Est-ce que c'est un peu exagéré? Qu'en dites-vous? 11h30, on en parle sur RMC dans les GG, 32-16 pour réagir. 11h05, un pays nous tend les bras, le pays d'Hollande.
RMC, les grandes gueules. Moi, président de la République. Au pays d'Hollande. Le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Alors, quoi de neuf au pays d'Hollande aujourd'hui? La réunion d'une secte bien particulière, les amis de Nicolas Sarkozy, dont je plaisante bien entendu, mais qui vont se réunir aujourd'hui toute la journée à la Maison de la Chimie. Ça a commencé d'ailleurs ce matin pour vanter le bilan de l'ancien président de la République. Mais la fête est un peu gâchée par Jean-Pierre Raffarin qui se lâche dans une revue publiée chaque année, confidentielle, mais qui tout d'un coup ne l'est plus, puisque l'ancien Premier ministre, en fait valoir le droit d'inventaire du sarkozysme, et il donne 5 raisons qui expliqueraient la défaite de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. La première, c'est qu'il n'a pas changé de Premier ministre. La deuxième, c'est qu'il a laissé le Sénat à gauche. La troisième, c'est qu'il a perdu le centre en droitisant sa campagne. La quatrième, c'est qu'il a exercé d'une façon solitaire le pouvoir, qu'il s'est isolé et illusionné sur ses chances de victoire. Et puis la dernière, c'est que lors du débat entre les deux tours, entre Sarkozy et Hollande, Sarkozy s'est positionné en challenger alors qu'il était président sortant. D'accord avec ça ? Ouais, enfin bon, je sais pas. Tu t'en grattes, en fait. Ouais, je m'en gratte vraiment. Puis en plus, Raffarin, il aurait peut-être voulu devenir Premier ministre, donc il trouve que c'est pas bien d'avoir gardé le même. Et puis oui, ce qui dit c'est vrai. Moi, je trouve surtout ce qui a été fou, c'est cette espèce de droite qui s'est coupée en deux. D'un côté, une droite sociale, et puis d'un autre côté, une droite qui ressemblait toute à l'extrême droite, donc il n'avait plus de couleur politique particulière qui lui permettait d'avoir une identité. Je crois que ça a été vraiment la grosse erreur stratégique du camp Sarkozy. En fait, ouais. Enfin, il dit allez, terminé, acceptons qu'on a perdu, et puis passons à autre chose, quoi, en fait. Oui, t'es d'accord avec ce qu'il dit? Je crois qu'il manque quand même un élément, c'est que s'il avait tendu la main au Front National, ou au Rassemblement Bleu Marine, il aurait pu. Vous l'auriez attrapé cette main? Ah, moi, s'il avait tendu la main au Rassemblement Bleu Marine, on n'avait pas de raison de ne pas. Pourtant, vous avez été très critique sur son bilan. Et alors, ça n'empêche pas. Regarde le front de gauche comme il est critique à l'égard de Hollande. On peut avoir de la lucidité et du rapprochement. C'est pas incompatible. Le principe principal. Maintenant, ça a changé. Donc, pour vous, maintenant, Rassemblement Bleu Marine, le principal, c'est d'être au pouvoir, et peu importe si on s'associe avec son ennemi. Ça n'a pas d'importance. Non, mais si ça te fait plaisir de t'écouter, c'est pas un problème, hein. Non, mais ça me fait plaisir d'écouter. Je dis simplement que vous êtes particulièrement ridicule. Oui, mais si tu as envie d'être désagréable, c'est aussi ton affaire. Mais c'est pas être désagréable. En matière de visiblement, elle tout juste. Non, pas du tout. Non, mais tu veux dire les gens. Vous êtes prêts à une alliance de ce type? Mais laissez-moi répondre. Tu vois, traiter les autres de ridicules, c'est qu'on est un peu soi-même, Claire. Ah, si tu veux, oui, mais sur le fond, ce que je suis en train de dire, et je crois qu'il faut rester quand même dans le cadre de la discussion. Bon, vous posez la question des critiques qu'on peut faire à Sarko et pour lesquelles il aurait été battu. On est là-dedans. Alors, excuse-moi, la seule chose que tu réponds, c'est qu'il a perdu parce qu'il n'a pas tendu la main. Si tu as bu trop de café, il faut en boire moins. Bon, je suis complètement dans le cadre d'une question précise, je suis pas en dehors. Je dis que parmi les facteurs qui ont fait qu'il a perdu, c'est qu'il n'a pas essayé de se rapprocher du Front National ou du Rassemblement Bleu Marine. Et s'il s'était rapproché de nous, s'il avait dit qu'on était des gens convenables, fréquentables, qui ont des idées que l'on peut accepter, je vois pas pourquoi on n'aurait pas accepté cette courtoisie. Voilà, bon, il n'y a pas de quoi te gonfler comme une montgolfière idéologique. Attends, je suis désolé. En politique, c'est pas de la courtoisie. Quand tu t'associes à un parti, c'est que tu. Mais j'ai pas dit qu'on s'associe. Mais écoute, achète-toi un sonotone en Chine. Non, justement. Alors, on a cette réunion. C'est un peu bizarre ce culte de la personnalité à la Maison de la Chimie. Ils seront plusieurs centaines. Les amis de Nicolas Sarkozy qui se réunissent pour vanter son bilan. Alors c'est une façon de pas faire oublier que Nicolas Sarkozy est toujours là, mais je crois qu'il est jamais parti en fait. Contrairement à ce qu'il avait dit à Jean-Jacques Bourdin ici même dans ce studio pendant la campagne présidentielle, il avait dit si je perds, je quitte la politique. Il n'a pas quitté la politique, il ne cesse de consulter ses amis politiques et il entretient la flamme via cette association dirigée par Brice Hortefeux. Je suis pas d'accord, Olivier. Je trouve que non. Non mais ça c'est simplement des faits, hein. Oui, non, le fait c'est quand même qu'on ne voit plus, on n'entend plus de déclaration officielle de Nicolas Sarkozy.
c'est habile, ça, il parle pas. Peut-être c'est habile, en tout cas, il tient ce qu'il avait dit, je trouve beaucoup plus que ne l'ont fait d'autres, comme Giscard, etc., qui ont continué de ramener la vie politique. Mais il fait des conférences, il a quitté la vie politique, des fois il est même plus en France, etc., donc il a vraiment quitté la vie politique. Je suis pas du tout sûr qu'il va y revenir. Maintenant qu'il y a une espèce de culte de la personnalité, c'est un petit peu normal, des gens qui ont cru énormément. D'ailleurs, ça devrait plutôt s'appeler la maison de l'alchimie, parce que je vois pas tellement comment on peut transformer maintenant cet échec en victoire. Il faut qu'ils arrêtent de croire en cet homme qui en réalité à un moment ils l'ont tellement investi qu'ils ont fini par croire que c'était un héros de roman, et le pauvre type c'est un homme normal avec tous ses problèmes et ses défauts. Non, mais ce qu'il y a surtout, c'est que ça démontre tout simplement qu'ils n'ont plus du tout de leader. Ils sont vraiment perdus. Fillon, quand même, non et voilà, et donc ils s'accrochent à l'idée que Sarkozy, il y a que lui qui peut faire du spectacle, il y a que lui qui peut remonter les foules. Et effectivement, quand tu regardes l'UMP à l'heure actuelle, qui est capable de remplir une grande salle? Personne. Alors, puisqu'on parle de la droite et de l'UMP, intéressons-nous quand même à ce qui se passe à Paris, où si l'on en croit le canard enchaîné en ce moment, on sait qu'il y a la guerre ouverte pour les municipales, mais on a un échange peu amène rapporté par le canard enchaîné entre Claude Goasguen, le député maire du 16e arrondissement parisien, qui vient de temps en temps dans le conseil des GG, et Rachida Dati, la députée maire du 7e arrondissement. Rachida Dati qui veut aller aux primaires, et alors le dialogue, tu l'as sous les yeux, est rapporté par le canard enchaîné. Alors c'est une conversation entre guillemets d'une grande violence verbale entre donc deux élus UMP parisiens, un député maire et une célèbre ancienne ministre sarkozyste. Claude Goasguen déconseille à Rachida Dati de se lancer dans la bataille parisienne en ces termes, ouvrez les guillemets, tu ne vas pas te présenter à des primaires parce que tu n'es pas en mesure d'être maire de Paris. Tu vas ne pas faire la loi ici, tu n'es pas en Seine-Saint-Denis. Ne ramène pas dans la capitale tes mœurs du 9-3. Et la maire du 7e arrondissement, française d'origine française, née à Dijon de parents maghrébins, lui aurait répondu tac au tac, toujours selon le canard enchaîné, tu te prends pour qui pour me parler sur ce ton? Tu t'y crois autorisé parce que j'ai refusé de coucher avec toi. Et ce matin, explication chez Jean-Jacques Bourdin de Rachida Dati. Il trouve que je ne suis pas légitime pour me présenter à Paris et il considère que ici ça n'est pas le 9-3. Vous voulez que je commande ça? C'est ignoble. Vous l'avez répondu quand même sévèrement. Et vous avez dit, tu te prends pour qui pour me parler sur ce ton? Tu t'y crois autorisé parce que j'ai refusé de coucher avec toi? Parce que c'est quelqu'un qui a effectivement un tempérament de pression. Donc en fait, Goasguen s'est pris un râteau, si je comprends bien, et il se venge. Mais enfin, là on est dans les... Moi alors, franchement, c'est le genre de truc. Je trouve absolument ignoble ce qu'a dit Goasguen. C'est ignoble, et d'ailleurs c'est très vexant pour le 93. C'est humiliant. Qu'est-ce que ça veut dire? On mérite juste d'être dans le 93. On peut pas aller dans cette putain de ville de Paris. On n'est pas digne d'aller dans cette ville. On vous emmerde. On ira à Paris et on gagnera à Paris. Et les élus du 93 se feront élire à l'Assemblée nationale et on deviendra président de la République. Et les vieux mecs comme Goasguen, ils ont qu'à partir définitivement de la politique. Ils n'ont plus rien à faire en politique. C'est une honte, c'est un scandale. Et Rachida elle a bien répondu. Elle était gentille. Elle lui a claqué le beignet. Moi, ça me la rend extrêmement sympathique. Maintenant, ce qui se passe dans le pouvoir, on sait que dans le pouvoir, les mecs ont un pouvoir incroyable et se croient tout permis. Et qu'en claquant des doigts, ils ont les gonzesses qui volent. Et ben, je suis bien content qu'elle lui ait résisté. C'est ce mec qui est immonde. Immonde. Moi, j'ai ressenti exactement la même insulte pour les gens du 93. Mais pour qui se prend-il? Il va pas traverser la périphérie, ce petit monsieur? Il est là, tranquille? Il va dans le 16e. Eh bien, je voudrais bien qu'il revienne là dans les grandes gueules. Mais qu'on l'ait dans les grandes gueules. Moi, je m'en mets une déjà. En tant qu'élu du 93. Et pour tous les membres du 93, eh bien, toi, tu en mets une, toi. Ah non, il mérite qu'une baigne. Même moi, je refuse de coucher avec lui. Et je sais même pas. Une baigne, deux baignes. Je ne sais même pas en tant que, déjà, denisienne, élue de Saint-Denis, je ne sais même pas si je ne vais pas porter plainte contre cette personne. Mon Dieu. Parce que là, c'est du racisme. Mais un racisme d'un tellement... Parce que là, il faut pas se cacher. Hein, c'est tout simplement parce que c'est une jeune femme, qui est d'origine maghrébine, se disant, nous ne voulons pas de tous ces Arabes à Paris. Restez dans le 93. C'est ça qu'il a dit. Ce n'est pas autre chose. Et bien, dans le 93, monsieur, on vous emmerde. Et quand vous repassez la porte, je vous claque. Bah, dis donc, hein. Que de paires de baffes il va y avoir. Oui. Ça devient vraiment très intéressant de venir ici. Hein. Et si on inventait aussi on réinventait le duel après moi je serais pour. Hein. Bon, en deux mots.
En 2 mots, ce qu'a dit Goasguen est inacceptable. Bon, c'est pas la peine de faire de s'indigner, de vouloir le darcer et compagnie. Non, mais attends, restons calmes. Non, mais on dit les choses. Je veux dire que, tu sais, trop en faire, c'est trop en défaire. Bon, c'est dégueulasse. Voilà. Bon, maintenant, moi, ce qui me gêne, si tu veux, c'est l'argument de Rachida. Parce que qu'est-ce qui prouve qu'il a voulu coucher avec elle? Je veux dire, bon, entre nous, c'est quand même vachement facile. Alors, s'il suffit qu'une bonne femme dise, il me fait la gueule, il me veut pas dans son équipe, parce que j'ai pas voulu coucher avec elle. C'est pas du tout parce que, toi, t'es pas du tout choqué parce qu'on te dit que c'est une femme. On veut pas que les Arabes dans le 17e, mais qu'une femme dit à un mec, c'est parce que j'ai pas voulu coucher avec toi. Ça m'a provoqué de travailler avec les Chinois. Ça te fait absolument plus comprendre le français, quoi. Tu sais que tu me déçois, ça fait 2 fois que tu me donnes le même argument. Mais non, mais je n'ai jamais dit, non, enfin bon, tu es à côté de la plaque en permanence aujourd'hui. Je n'ai jamais dit que les propos de Goasguen ne me scandalisaient pas. Mais tu sais pas ce que j'ai dit en premier. Tu sais pas ce qui s'est réellement passé entre eux, quoi. Voilà, arrêtons, bon. C'est pas possible. Il est évident que ce sont des propos qui sont complètement scandaleux. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise qu'il va lui mettre une baigne? Bon, pour faire comme toi, eh ben non, je baigne pas, moi. Je suis un démocrate. Un homme d'ordre. Bon, maintenant, je vais dire un truc. Que la première, la dernière, la plus belle, la plus blonde, la plus rousse, la plus grande, la plus noire, la plus jaune, la plus merveilleuse femme du monde viennent te dire comme argument, tu me veux pas parce que j'ai pas voulu coucher avec toi, ça nous met tous vraiment dans une position très délicate. Ce que ça veut dire, c'est que depuis quelques jours, on nous explique que NKM à Paris, c'est un boulevard devant elle à droite. C'est pas si simple à droite parisienne. La présence de Rachida Dati embête visiblement certains à Paris à droite qui pensaient que le boulevard était dégagé pour NKM. Rachida Dati, elle a sans doute plein de défauts, mais elle a une qualité, c'est qu'elle ne renonce pas et qu'elle sait mordre quand il faut mordre. Elle a du courage, cette femme, faut le dire. Donc ça veut dire qu'il y aura un beau duel entre Dati et NKM au primaire. Et je peux te dire que on a tout fait pour la détruire. Et qu'elle a fait preuve d'une obstination et d'une conviction, moi qui personnellement me la rend tout à fait estimable. Ah bah écoute, on va dire à Rachida Dati que Gilbert Coulard la trouve estimable. Mais elle le sait, elle le sait. Ça, je le lui ai dit. Étienne dit la même chose sur Rachida Dati. Bah oui. Je le lui ai dit, elle le sait. Et puis, puisqu'on parle d'une femmes qui sont obstinées, courageuses, qui veulent toujours avoir ce qu'elles souhaitent, on va parler de Ségolène Royal. Parce qu'on a appris ce matin, via Jean-Pierre Jouyet, le président de la banque, tu sais, d'investissement et de la Caisse des dépôts et consignations, que Ségolène Royal allait arriver au poste de vice-présidente de cette banque. Alors là, ça se fait en famille, parce qu'il faut rappeler que Jean-Pierre Jouyet, donc patron de la Caisse des dépôts, c'est un ami intime de François Hollande. Ils partent en vacances depuis des années. Bref, voilà. D'ailleurs, Sarkozy avait fait une prise de guerre en nommant Jouyet quelques mois secrétaire d'État parce que c'était vraiment une prise parmi les proches de Hollande. Et là, on apprend que Jean-Pierre Jouyet donc nomme Ségolène Royal vice-présidente de la Banque publique d'investissement. Ça donne quand même, là, on est dans l'entre-soi, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui promotion. C'est la même promotion l'ENA, c'est des amis de toujours. Ils ont parti en vacances, les enfants sont copains, etc. Il y a le côté, moi je pense que c'est le message qu'on envoie aux Français, l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on se désigne, on se recase, au-delà des compétences des uns et des autres, parce que Jouyet est sans doute quelqu'un très compétent, Ségolène Royal a fait ses preuves également, mais vous trouvez pas que c'est cette image que ça renvoie? C'est scandaleux. Enfin, je veux dire, l'impression que ça donne, c'est vraiment ça. On se bat contre les copains. On a l'impression de chasser Sarko parce que justement, on se dit la droite, c'est vraiment les copains d'abord, et là, on se retrouve avec des gens qui font exactement la même chose. Ça fait gerber, ouais, effectivement. Gerber, c'est peut-être un peu exagéré. Non, parce que c'est vachement important. C'est vachement important. Alors là, tu parlais de symbolique tout à l'heure. C'est vachement important dans le symbolique, le fait d'avoir l'impression qu'on nomme les gens uniquement sur leurs compétences et pas sur le copinage. Même si on sait que c'est un peu idéalisé cette affaire-là, mais c'est important parce qu'on a l'impression d'abord que c'est une égalité des chances pour un peu tout le monde, qu'on peut si on se bat y arriver. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour rentrer dans les boîtes, si on n'a pas son père qui connaît le mec qui est président directeur général de la boîte, on rentre pas. Quand t'es un jeune journaliste, tu peux jamais réussir parce qu'il faut avoir ton oncle qui est journaliste à l'Express si tu veux rentrer. Si tu veux faire il faut coucher avec machin, etc. Ça veut dire qu'on est dans une société qui est, parce que effectivement c'est de plus en plus tendu, on va revenir à une espèce de société du privilège contre laquelle on s'est battu
Et si on a voté à gauche, oui mais attends, si je vote à gauche, c'est contre la société des privilèges. Si c'est pour retomber dans la même, c'est pas la peine d'avoir voté. Bah oui, mais enfin Étienne, 48 ans, c'est ça que tu as, on peut le dire maintenant, on l'a vu dans le journal. Non, c'est pas vrai, j'ai beaucoup plus son gouré. Bah oui, je me suis dit, je voulais pas être désagréable, je me suis dit, tiens, il fait plus vieux. Bon, enfin bref. Donc c'est pas ça, mais et là on a l'impression ce matin que tu découvres le monde. Eh ben oui, c'est ça le monde. Que ça soit la gauche et la droite, comment t'as pu penser 30 secondes que les socialistes étaient pas plus caviar que l'UMP? Mais évidemment, moi par contre, ce qui me choque le plus, c'est que c'est quand même que cette banque, ça fait 6 mois qu'il est nommé. Il lui a fallu 6 mois pour avoir une vice-présidente. On va l'avoir quand? Pendant ce temps-là, on a des entreprises qui meurent. Il y a des entreprises qui attendent d'avoir des prêts. Elle se met en place quand, cette banque? On nous l'annonce. Mais c'est tout. Ségolène Royal aura un rôle de communicant, si j'ai bien compris. C'est ce que dit Jouyet. Elle va bouger. Elle sera la porte-parole de la BPI, puisque c'est son nom de cette banque publique d'investissement, compte tenu de ses capacités en termes de communication. C'est ce que dit Jouyet. Gilbert Collard. Oui, ça nous montre que l'un des grands éléments de la révolution à faire, c'est la création des contre-pouvoirs. Ce pays n'a pas de contre-pouvoir. Pourquoi ça passerait pas par l'Assemblée nationale? Ça justement l'organigramme de la Banque publique d'investissement. Alors ça pourrait passer par l'Assemblée nationale, mais à condition que tu n'aies pas une loi majoritaire d'airain à l'Assemblée nationale, si tu veux. Bon, mais ce pays est dépourvu de contre-pouvoir, quoi. Tu as la monarchie socialiste des privilèges, comme tu as eu la monarchie sarkozyste des privilèges, quoi. Bon, et c'est vrai que dans une période de crise aussi dure, les gens, ça les décourage de voir que c'est entre potes qu'on se tape sur l'épaule et qu'on s'installe, quoi. Bon, c'est Madame de Pompadour. On a l'impression d'être revenu à l'époque de cette monarchie des privilèges, que ce soit de droite ou de gauche. Le problème de ce pays, vraiment, enfin, je peux me tromper, mais c'est que tant qu'on n'aura pas organisé de vrais contre-pouvoirs, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, peu importe, on aura les mêmes mécanismes de privilèges, de copinage. Et ça fout en l'air l'espoir, si tu veux, de réussir quand on travaille bien. Voilà. Eh bien, on verra ce qu'en disent. C'est peu de choses, c'est quand même l'essentiel. C'est quand même l'essentiel. On verra ce qu'en disent tout à l'heure nos élus de la République, d'ailleurs, notamment le député socialiste du Gers, Philippe Martin. Tiens, puisqu'on parle de l'actuel gouvernement, il y avait un petit déjeuner prévu de longue date ce matin, mais il tombait bien, un petit déjeuner de la réconciliation, visiblement, à Bercy, prévu entre Laurent Fabius et Pierre Moscovici. Alors on sait que ces deux-là ne s'estiment, paraît-il, guère, c'est plutôt affleuré, parfois pas très moucheté entre les deux, surtout depuis hier, et que Laurent Fabius a parlé de la croissance, profitant du fait notamment que Pierre Moscovici était en déplacement avec le président de la République. Alors Fabius, d'aucuns se demandent comment ça va se terminer cette histoire. On aurait bien aimé être dans les couloirs de Bercy ce matin-là. Moi, je reste persuadé que Fabius changera pas. Hein. Lui, il a besoin d'exister. Il le fait exprès. Mais évidemment, c'est de la provoque continuellement. Il ne supporte pas de ne pas avoir été Premier ministre. Même, il aurait aimé être président de la République. Mais voilà, il a même pas osé aller aux primaires. Mais enfin voilà, bon, c'est un homme qui a un ego surdimensionné. Il fera tout pour enquiquiner, évidemment, et pour exister. Gilbert Collard. Ah oui, non mais l'impression. D'abord, peut-être aurait-il voulu être ministre des Finances, puisque c'est sa compétence quand même reconnue, paraît-il. Et il l'a été. Bon. Ensuite, on a un gouvernement, c'est pas particulier à la gauche, il faut être honnête et le reconnaître, hein, mais là quand même on a un gouvernement à l'intérieur duquel l'exacerbation des égos est palpable. Je veux dire que enfin, je peux me tromper, mais vu de mon poste d'observation, au dernier rang, tu peux faire du dernier rang de l'hémicycle, j'observe. Bon, tu apprends en fin de compte. Non, mais j'apprends, j'interviens. Si tu regardais un peu Gilbert terminer. Si tu regardais un peu le site de l'Assemblée, tu verrais que je suis intervenu très très nombreuses fois à la tribune, qu'il y a eu des échanges, etc. Non, on intervient, mais en même temps. Ce gouvernement alors, on observe et on sent, tu sens qu'il y a pas. Ça veut dire que le chef d'équipe est pas bon. Il y a pas de sympathie entre eux, ils se parlent peu. Ils se congratulent pas après une intervention. T'as pas l'impression que l'équipe joue en commun. Voilà. Le Parti socialiste étant un parti où il y a autant de courants qu'il y a de socialistes. Mais le courant passe pas. Automatiquement, il faut à chaque fois faire plaisir à un courant. Alors tu dois faire plaisir aux Fabiusiens, tu dois faire plaisir aux Rocardiens, tu dois faire plaisir aux Hollandistes, tu dois faire plaisir. Alors à la fin, comme il faut mettre à chaque fois un mec ou une nana du groupe ouvriériste, etc. À la fin, plus les écolos qu'il ne faut pas fâcher. Plus le front de gauche qu'il ne faut pas froisser. Au bout, on n'est pas sur une équipe qui serait homogène
qui serait homogène, qui aurait été construit de façon homogène, mais on est sur, on a fait plaisir à ce courant-là, on a fait comme ça, on gardera Marseille, on a fait plaisir à ce courant-là, comme ça on gardera. Et donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu pareil à droite comme à gauche, c'est pas les socialistes qui ont inventé ça. D'accord, on peut trouver une autre explication. C'est que comme on ne sait pas précisément sur cette histoire de croissance, quelle sera justement la croissance en 2013. Attendez, oui, mais on n'a pas de chiffre. C'est-à-dire que forcément, ça ne sera pas 3%, si tu laisses le flou, le flou provoque ce type de déclaration, il y en a de remise en cause, de débat et de contradiction. On sait que la croissance ne pourra jamais atteindre 3%. Oui, c'est vrai que si on avait 5% de croissance, à mon avis, tout se passerait bien, le petit déjeuner aurait été extraordinaire, c'est clair. 11h25, vous restez avec nous sur RMC dans les grandes gueules. Je vous invite à réagir maintenant au 32-16. Quelque chose que l'on connaît bien tous au quotidien. Quand on est devant son ordinateur et que l'on travaille, parfois, c'est vrai, on a tendance à envoyer quelques mails personnels. Peut-être des mails grivois, peut-être passer un peu trop de temps à envoyer des mails perso. Du coup aujourd'hui, qu'est-ce que c'est des mails grivois? C'est quoi des mails grivois? Du coup aujourd'hui, c'est motif de licenciement. Il ne répond pas. Confirmé par la justice, on peut se faire virer parce qu'on envoie des mails perso ou des vannes par mail toujours. 3216 rmc.fr, est-ce exagéré? C'est à vous de réagir et de nous dire ce que vous en pensez. RMC 10h13h, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC. Gilbert Collard, Claire Aupetit, Étienne Yébic, ce sont les grandes gueules du jour. Envoyer des mails perso du bureau peut être cause aujourd'hui de licenciement. À tort ou à raison? 3216 rmc.fr, on en parle dans les GG. Vous êtes viré. S'il vous plaît, non, vous pouvez pas me virer. Je suis viré. Vous êtes viré. Vous êtes licencié. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Un employé envoyait des courriels personnels depuis sa messagerie professionnelle, motif de licenciement pour son employeur. Oui, cet homme travaillait dans une société établie à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Il a été licencié en 2008 pour faute grave, après avoir donc envoyé depuis sa messagerie d'entreprise, sur son lieu de travail, 7 courriels grivois à des collègues et une douzaine d'autres au titre d'une société qu'il avait montée ailleurs. Donc en fait, dans son entreprise, il bossait aussi pour une autre. Dans son arrêt, daté de fin janvier et révélé aujourd'hui par la République du Centre, la Cour d'appel confirme un jugement des prud'hommes de Blois qui montre que finalement qui travaillait à d'autres fins extérieures et donc il y a faute grave, faute avérée. Ce sujet, en fait, on s'est trompé on s'est trompé de sujet. Le problème, c'est pas les mails que tu envoies. Le problème, et je connais beaucoup ça dans ma profession, parce que en fait, les éducateurs, on est payé 1500 €, entre 1400 et 1500 €. Il y a énormément de gens qui travaillent le samedi, le dimanche pour gagner leur vie. Maintenant, avec le système d'auto-entrepreneur, il y a effectivement des gens qui se mettent en auto-entrepreneur pour, par exemple, suivre des mecs sortant de prison, etc., et donc qui sont embauchés par des boîtes qui font des sortants de prison ou qui font d'autres boulots. Il y a aussi des gars qui font plomberie, etc. Et c'est vrai que c'est un véritable problème, les gens qui mènent aujourd'hui 2 boulots en même temps, parce que on a besoin de fric pour vivre, et que souvent les deux, quand on reçoit un message en disant on a un client machin, on traite du boulot le client pour son boulot personnel. Plus des messages grivois. Plus messages grivois. Il draguait ses collègues. Ensuite, il faut savoir juste une chose. Il faut savoir que quand un employeur veut licencier pour des raisons normales ou pas normales, j'en sais rien, logique ou pas logique, veut licencier un employé, il va mettre en place toute une série de stratégies pour le licencier, et effectivement ce qu'il aurait supporté d'un salarié qu'il n'aurait pas voulu licencier, il va pas le supporter d'un salarié qui veut licencier. Il va aller voir son avocat en disant mais regardez, il a envoyé des mails, et l'avocat va dire ah bah oui, effectivement là on le tient, on gagnera au prud'homme. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, mais effectivement c'est compliqué de travailler pour une autre boîte dans la boîte qui nous paye. Outre quand même, ce qui était examiné dans son dossier, c'était le fait qu'il y avait une vingtaine de mails aussi à connotation érotique envoyés à des collègues. Ouais, mais ça, c'est les collègues qui doivent se plaindre. Justement, dans la constitution du dossier de ce monsieur, il y a aussi les mails, si tu veux. On dit quand même, c'est le boulot, c'est ou les mails érotiques. En plus, il travaille avec une société extérieure. Ça fait beaucoup. Mais Gilbert Collard. Je ne comprends pas pourquoi il y a débat là-dessus. Il est payé pour travailler. C'est un voleur, puisqu'il consacre le temps qu'on lui paye à faire autre chose que son travail.
dans une société de bon sens, il n'y a pas de discussion possible. La seule chose qui peut faire problème, c'est de savoir comment l'employeur a rapporté la preuve. Parce que on n'a pas le droit de mettre un mouchard sur un ordinateur sans le signaler. Alors, et vraiment, l'employeur a dû se livrer à tout un jeu d'esquive pour parvenir à rapporter la preuve. Parce que c'est pas par le mouchard qu'il a pu le faire, hein. Donc. Alors déjà peut-être que ça a été dénoncé par les personnes qui recevaient les mails grivois à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que l'employeur a dû recevoir les mails dont ils sont maintenant propriétaires, puisqu'il y a un arrêt de la Cour de cassation, et c'est bon à savoir, qui dit qu'on peut utiliser les messages qu'on reçoit et les mails qu'on reçoit, puisqu'on considère que c'est comme le dépôt d'une lettre dans une boîte. Donc quand tu envoies un message, il peut être utilisé contre toi. Bon, donc il est fort probable que les personnes concernées, qui ont dû en avoir peut-être ras-le-bol aussi, sont allées voir l'employeur en disant, écoutez, dites à votre employé de se calmer. Mais dans ce cas-là, c'est pas le fait du mail, c'est le fait d'importuner et de faire du harcèlement sexuel auprès de collègues. Ça non, mais là, il n'y a pas question d'harcèlement sexuel, il est simplement question de mail les collègues, elles sont, enfin, je veux dire, les collègues, un jeu avec les copines, les collègues, elles ont donné la preuve. Mais ce qui est évident, c'est que ce type est payé pour travailler et qu'il vole le temps que son employeur lui paye. C'est un voleur. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans une entreprise, qui n'a jamais pendant le temps de travail envoyé 3 mails, répondu à des copains. Aussi, non mais t'as pas le faire. C'est professionnel. Et puis extra professionnel pour un autre taf que tu fais à côté. Non mais il y a pas que ça, si tu veux. Outre le fait qu'il avait son activité extérieure et qu'il se servait de l'outil de travail, il y avait aussi tu m'as jamais rien envoyé, Marshall. D'abord, il fait de la concurrence déloyale. Les fichiers étaient trop lourds. Je n'arrivais pas à les ouvrir. Il y a un autre élément. Il fait de la concurrence déloyale. Il est embauché par une entreprise et il travaille au profit d'une autre. Bon. Alors ça, c'est la question que je posais sur le plan de la législation. C'est compliqué, ça, parce que tu peux faire jusqu'à 44 heures. Donc tu peux faire plus que 35. Mais si tu les fais ailleurs, tu dois pas le faire de ton poste de taf. Il n'a pas à le faire de Claire Petit, et puis ensuite Maître Noël, avocat spécialiste en droit du travail. Tout a été dit, je crois, là. Claire, tout a été dit, simplement, comme le dit Alain. Il y a quand même sur ces histoires de mails c'est un nouveau phénomène, c'est-à-dire que les salariés, on sait très bien, réservent sur leur temps de travail leurs vacances par mail, envoient effectivement des mails à des copains, etc., vont faire leurs courses chez oura.fr pour citer une marque, pour être plus tranquille. Donc non, mais est-ce que tu vas pas le faire, ou est-ce que finalement on peut autoriser sur une journée de travail le salarié à le faire? Attends, Maître Noël, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, avocat spécialiste en droit du travail. Ça devient un sacré casse-tête aujourd'hui, tout ce que l'on peut faire sur son temps de travail avec l'outil Internet aujourd'hui, Christophe Noël. Oui, c'est vrai que on entend de plus en plus parler de ce type d'affaires, mais les règles sont assez simples, quand même, les principes sont assez simples. La vie privée du salarié dans l'entreprise, elle est protégée depuis toujours. Par contre, il y a deux droits qui s'opposent. Il y a la vie privée du salarié d'un côté et le pouvoir d'investigation et de contrôle de l'employeur de l'autre. C'est l'abus qui va être finalement sanctionné, c'est une question de bon sens. On a le droit d'utiliser son ordinateur à des fins personnelles à partir du moment où on n'abuse pas, où cette utilisation à des fins personnelles n'est pas déraisonnable. Oui, mais qui décide de ça, Christophe? Parce que c'est le juge, c'est le conseil de prud'homme de la cour d'appel, mais il faut rester raisonnable. Alors, je peux pas vous donner une définition du mot raisonnable, mais on comprend bien que si vous passez 50% de votre temps à consulter des sites ou envoyer des mails ou à réserver vos vacances, ça devient effectivement. Ouais, mais c'est pas la question, c'est pas celle-là. Si j'ai un conflit avec mon employeur, à quel moment l'employeur va pas se servir des mails que j'ai envoyés comme d'autres à des fins personnelles pour me virer? Et à quel moment je pourrais faire valoir mes droits face au juge en disant que ça m'empêchait pas de travailler? Les salariés doivent savoir que tous les mails qu'ils adressent avec l'ordinateur de l'entreprise sont présumés professionnels. D'accord ? Mais s'ils les identifient comme personnels, marque confidentielle, personnelle, sur les mails en question, l'employeur ne peut pas les ouvrir sans y être autorisé par le salarié, lui. Donc la parade pour les salariés, entre guillemets, c'est de toujours identifier les mails comme étant confidentiels. D'inscrire simplement la mention confidentielle sur le mail. C'est fondamental, parce que si vous mettez que c'est confidentiel, effectivement, la présomption du caractère professionnel du mail tombe. Oui, sauf que Gilbert Collard, si le juge constate qu'il y a une prolifération de mails confidentiels, on est dans l'abus de l'utilisation de l'instrument de travail. Exactement, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il faut bien le dire. C'est toujours comme ça, mais pas simplement dans du travail. L'abus est toujours sanctionné. Oui, allez-y.
Non, je vous en prie, allez-y. Non, c'est simplement pour savoir l'ordinateur sur lequel je travaille, donc propriété de mon employeur, on est d'accord. Et son contenu aussi, alors. Et son contenu aussi, oui. Sauf si vous identifiez des fichiers. Si vous mettez simplement sur le disque dur, vous changez le nom du disque dur et vous mettez confidentiel ou personnel, ça marchera pas. Mais il faut identifier certains fichiers comme étant des fichiers qui sont confidentiels. Maître, j'ai une question qui vous est posée par mail, c'est-à-dire chez Richard, qui s'interroge en disant sur mon ordinateur, j'ai à la fois la boîte mail professionnelle de mon employeur, et puis je peux aussi via Internet accéder à ma boîte mail personnelle. Est-ce que je travaille donc à la fois pour ma boîte et sur ma boîte mail personnelle, je réponds à mon courrier personnel? Suis-je en faute? Alors, a priori, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Si vous le faites de manière ponctuelle, la réponse est non. Mais j'aimerais quand même pondérer ma réponse par rapport à un point. Beaucoup d'entreprises, de plus en plus d'ailleurs, compte tenu de la complexité du problème, mettent en place des chartes d'utilisation des moyens de communication. Et donc, dans cette charte, normalement, les entreprises, eh bien, elles disent voilà ce que vous avez le droit de faire, voilà ce que vous n'avez pas le droit de faire. Alors, dans la plupart des entreprises, des grosses entreprises en tout cas, cette charte, elle existe. Il faut la lire, il faut la respecter. Elle est annexée au règlement intérieur de l'entreprise. S'il n'y a pas de charte, effectivement, le fait que vous ayez une vie privée sur votre lieu de travail ne choquera personne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vie privée et vie professionnelle sont totalement entremêlées. Quand je rentre chez moi et que je consulte mes mails professionnels, l'entreprise va pas me le reprocher. Au contraire, elle trouvera que je fais du zèle et que c'est très bien. Donc, vous voyez, ça devient plus compliqué, ça. Mais ça devient très compliqué, puis vous pouvez même imaginer, il y a des salariés il n'y a pas si longtemps qui se sont fait licencier pour des propos qu'ils ont tenus sur leur mur Facebook en écrivant à des amis à minuit ou 1h du matin. Ouais. Oui, mais vous voyez, l'implication, qu'est-ce que c'est déjà la vie privée? C'est pas défini par le code civil ni par le code du travail. On peut considérer que tout ce qui n'est pas professionnel relève de la vie privée. C'est pas facile. Donc non, c'est de moins en moins facile, je trouve. C'est de moins en moins facile. Avec les réseaux sociaux. Est-ce que Facebook c'est un réseau public ou un réseau privé? Enfin, c'est des questions qui méritent, qui doivent être tranchées, qui n'ont pas encore été tranchées par la Cour de cassation, et c'est sûr que il y a un retard, c'est-à-dire que il y a un retard du droit sur ces nouvelles pratiques. Un retard de droit, c'est les évolutions technologiques qui vont très vite. Donc, effectivement, le droit est à la remorque. Les juges ils sont en train de traiter et de juger ce type d'affaires. Mais on peut faire confiance à la Cour de cassation. Mais donc, ça doit être écrit. Elle a un siècle de retard Elle a un siècle de retard, la Cour de cassation. Mais donc, Christophe Noël, tout ceci. J'ai pas dit ça. Non, c'est Maître Collard qui l'a dit. Mais Christophe Noël, aujourd'hui, quand on signe un contrat dans une entreprise, on regarde et on demande aussi ce qui est prévu dans la charte pour l'utilisation des mails et le règlement intérieur. C'est effectivement ça, c'est l'élément. En tout cas, les employeurs, je donnais un conseil aux salariés d'identifier comme confidentiel leur message. Le conseil que je donnerais aux employeurs, c'est effectivement de mettre en place une charte, parce qu'au moins c'est clair, c'est opposable à tout le monde. Il y a 15 messages confidentiels, c'est mort. Maître Noël, merci d'avoir été avec nous. Merci, spécialiste en droit du travail. On continue d'en parler. Inutile de vous dire toutes les réactions que j'ai par mail sur Internet. Claire, tu prendras la parole. Pierre des Alpes-Maritimes, confronté, dit-il, à ce genre de problème régulièrement, et ça ne concerne pas que les mails, dit-il, ça concerne aussi les coups de fil perso. Et oui, comment séparer le temps professionnel, un peu de temps privé aussi que l'on s'accorde au boulot. Motif de licenciement aujourd'hui, 3216 rmc.fr. À tout de suite pour continuer d'en parler dans les grandes gueules. Il est 12:20. RMC, 10h13h, les grandes gueules. Les grandes gueules en direct sur MC. Gilbert Collard, Claire Aupetit, Étienne Liebig. L'histoire de ce salarié licencié parce qu'il envoyait des mails perso du bureau. En même temps, il avait une petite activité extérieure. Il utilisait la messagerie aussi pour ses activités extérieures. Et donc aujourd'hui, le temps que l'on passe au travail est mêlé au temps personnel où l'on répond à ses mails, on répond au téléphone. On va donner la parole à Pierre, chef d'entreprise. Claire. On revient au premier sujet de ce matin. Si le patron américain voyait un peu tout ce qui peut se passer, moi je suis choquée. Je ne comprends pas comment un employé peut se permettre pendant ses heures de travail d'aller sur Internet, de faire des commandes, de faire tout. Alors tu as les fumeurs. Alors maintenant il faut leur laisser le temps de descendre, d'aller dehors pour fumer. Après il faut leur laisser le temps de prendre leurs vacances, de commander leur bouffe, de les places de théâtre. Non mais ça suffit. La pause café. Ça va. Et après on vient te dire oui ça va pas et on fait du 35 heures. Mais c'est
c'est du n'importe quoi. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Voilà, alors ces dames ou ces messieurs qui sont dans les bureaux, qui ont l'ordinateur, peuvent le faire. Celui qui travaille à la chaîne, il le fait pas. Hein. Donc un petit peu de respect. Et vous êtes là pour travailler. Vous n'êtes pas là pour faire vos commandes. Pierre est chef d'entreprise dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Pierre. Oui, bonjour les grandes gueules. Bonjour à tout le monde. Bienvenue. Confronté aussi régulièrement à ce genre de problème dans votre boîte? Moi, pas spécialement les mails parce que c'est assez difficile de répondre en permanence. Ils sont pas derrière un bureau, on est sur une autre activité, on est dans le bâtiment. Donc, ils ont plutôt des outils dans les mains. Mais bon, ils ont toujours leur téléphone dans la poche, qui aujourd'hui est un outil de communication assez intéressant. Oui. Donc, la réponse, il y en a qui répondent à leurs mails, ça, il n'y a pas de problème, ça, je le vois bien. Vous avez le SMS, vous avez le coup de fil. Vous avez en permanence ce genre de problème. On se retrouve avec l'histoire de ce patron de Goodyear qui vous dit un petit peu exagérer la chose. Moi, à l'heure actuelle, mes employés, quand ils sont sur un chantier, vous font 5 heures de travail. Vous avez 2 heures de perdu dans ces choses-là. Ah, mais vous êtes sûr, vous avez réussi à quantifier la perte de temps et de productivité, Pierre? C'est incroyable. Mais tout à fait, mais c'est impossible de ne pas quantifier. Écoutez, quand vous avez un travail à exécuter, tout le travail que font mes employés aujourd'hui, je l'ai fait moi à titre personnel pendant 30 ans. Donc je connais les règles d'exécution d'un travail. Il y a ceux qui sont un peu plus rapides et l'autre un peu moins rapide. On est capable au bout de 30 ans d'expérience de savoir ce qu'il se passe. Vous avez un employé qui est dessus. Aujourd'hui, un employé qui arrive à 8h30 pour prendre son travail ne démarre jamais à 8h30. Ah oui, c'est clair ça. Oui. Jamais. Il va démarrer à 9h. Parce que la première chose qu'il va faire en arrivant, c'est de se préparer. Il va ensuite allumer sa clope, parce que ça, c'est comme ça devient un fléau, la cigarette. Ensuite, vous avez le téléphone qui va sonner, qui va répondre, et il ne vous démarre jamais les chantiers avant une demi-heure. Bon, et pendant le temps de votre chantier, vous avez X coups de fil, parce que moi, me suis amusé à perdre mon temps à rester sur les chantiers pour voir comment ça se passait et attendre. Quand moi, je reçois un coup de fil d'un client en 1 heure, eux reçoivent 10 appels téléphoniques. Donc aujourd'hui, un salarié perd du temps, et donc quand on perd du temps, on perd de l'argent pour son entreprise parce qu'il répond trop à ses mails, à son téléphone portable et des petites choses qui n'ont strictement rien à voir avec le travail, quoi, en fait. Tout à fait, absolument, c'est confronté en permanence, mais à tous les niveaux. Alors on va voir Pierre, vous en tant que chef d'entreprise. Merci Pierre, bonne journée, à bientôt sur RMC, et continuez d'écouter les grandes gueules. Étienne, tu y es confronté aussi ou pas, franchement? Moi je suis confronté au fait qu'il y a de mélange entre la vie privée et la vie professionnelle. Mais de l'autre côté, comme disait Truchot tout à l'heure, il y a les éducateurs, quand ils rentrent chez eux le soir, ils continuent de travailler, donc parce qu'ils peuvent recevoir des coups de fil des jeunes, ils peuvent, etc. Donc c'est un peu un prêté pour un rendu dans ce cas-là. Et si je dis personne ne répond au téléphone personnel le soir, quand ils rentrent à 6h chez eux, ils disent je réponds pas non plus quand un gamin est dans la merde. Il faut faire preuve de souplesse. Il faut faire preuve de souplesse. Si on veut que le salarié effectivement puisse, je sais pas, même le week-end, travailler sur un mail professionnel, répondre à des coups de fil professionnels, il faut l'autoriser également à prendre 5 minutes pour réserver ses vacances la semaine. Thierry de Montpellier qui est en pétard et qui dit c'est une honte de licencier du personnel pour avec ce genre d'excuses. Envoyer un mail au boulot, ce n'est pas une faute grave. On n'est pas au goulag quand même, dans des plages Gilbert-Collard. Ça suffit. La répression et la domination aujourd'hui par la peur, avoir une épée de Damoclès constamment sur le crâne, ne fera pas plus produire ou mieux, au contraire. Il faudrait quand même dire à ce justicier, ce monsieur qui bosse à mon avis, que c'est une décision de justice. Conseil des prud'hommes, cour d'appel. Elle peut être injuste, une décision de justice. Non, mais si les décisions de justice sont injustes, si tout ce qui est établi n'existe pas, n'en rajoute pas des tonnes. Là, on a quand même des éléments qui nous permettent de faire consensus. Sur ce cas précis. Bon, là encore. Mais toi, ton cabinet d'avocat, tu y es confronté, par exemple, au temps passé sur Facebook. Moi, j'ai dit gentil. Alors, sur les mails perso. Moi, je parle d'un principe qui a été élaboré par Lincoln, que tu retrouves du reste dans toutes ses biographies. Il vient demain, d'ailleurs. C'est Abraham. Oui, dans les vous allez avoir un sacré barbu là. Alors, lui, dans ses relations, il a construit toute une stratégie pendant la guerre de sécession pour avoir des relations relativement apaisées, parce que d'abord, il avait fait entrer dans son gouvernement des opposants. Donc c'était pas facile de travailler avec des gens qui avaient été... Tu vas pas nous refaire la vie parce que t'as vu le film. Mais il disait, je sais pas comment le dire en américain, mais je vais te traduire en français qui va bien comprendre notre ami Étienne, c'est « Je te prends pas pour un con, ne me prends pas pour un con ». Voilà.
C'est-à-dire qu'on établit un équilibre, on se met bien d'accord sur les choses, et puis à l'intérieur de cet équilibre, on accepte qu'il y ait une certaine souplesse. Bon, mais moi il m'est arrivé de dire à mes secrétaires, 1 heure de pause par jour, en plus de la pause qui est prévue, c'est quand même beaucoup, quoi. C'est quand même beaucoup. Bon, et on est arrivé à négocier un temps de pause beaucoup plus raisonnable. Et de la même manière que je leur ai dit, soyez sympas. Faites la pause en même temps. Et alors, tu leur as enlevé les chaînes parce que pour la pause. Oui, et surtout j'ai renoncé au fouet. On croit que tous les patrons quand ils sont au taf, ils ne sont complètement que dans leur taf, que les mecs vont pas se permettre d'envoyer un petit mot à leur maîtresse et un petit mot à leur femme. Je vous en prie, il y a pas le monde n'est pas séparé en deux. D'un côté, ces salauds d'ouvriers qui pensent qu'il y a les fumées. Et d'ailleurs moi qui fume pas, je fais j'avais l'impression que je me suis mis à fumer grâce aux cigarettes, mais tu les fumes, dis-moi, compte tenu de tes penchants, tu fumes par quel endroit? Je fume par le nez, la bouche, les oreilles. Je fume et uniquement pour emmerder le patron. Non, je crois que tout le monde, y compris les patrons, sont soumis à ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur cette règle de relation humaine très simple? Je ne te prends pas pour un con, ne me prends pas pour un con. Tu vois, j'ai Élise qui me dit, depuis que je suis à la retraite, je vais sur certains forums, je suis quand même assez effaré de voir la quantité de salariés du privé qui laissent des messages à toute heure de la journée. Le pire, ce sont souvent ceux qui traitent les autres de feignants, les fonctionnaires et les enseignants, et qui, eux, ne peuvent pas faire de pause pendant leurs heures de travail. Alors j'étais fonctionnaire, dit-elle, mais je ne suis jamais allé sur les forums ni envoyé de mails privés pendant mes heures de travail. J'ai Raphaël. Il n'y a pas que des profs en fonctionnaire. Hein. Quand tu vas en bas de la mairie, ne serait-ce qu'à la mairie de Saint-Denis, quand tu vois le nombre de fonctionnaires qui sont en bas en train de fumer leurs cigarettes, c'est énorme. Alors, excuse-moi, mais au pied de chaque entreprise, il y a du monde aussi au pied des RMC. C'est parce qu'on dit que les fonctionnaires peuvent pas le faire. Je suis désolé. Aujourd'hui, c'est pas les fonctionnaires qu'on en prend à la gueule. C'est marrant d'ailleurs. D'habitude, c'est les fonctionnaires qui sont des feignasses. Et dans le privé, c'est leur rêve. Tout le monde bosse, tout le monde est. Alors là, aujourd'hui, ils s'en sont pris plein la gueule aussi. Les ouvriers du privé, c'est étonnant. Étienne, là, il faut être raisonnable aussi, parce que si tu as un salarié qui bosse vachement bien, qui est très actif, toi. Bon, rentable, qu'est-ce que t'en as à foutre qu'il aille fumer une clope, qu'il prenne une demi-heure, quoi. Bon, là aussi tu fais l'adéquation. Quand tu as une bonne secrétaire entre nous, tu vas pas la virer parce qu'elle va envoyer 4 mails. Oui, sauf que Gilbert, là c'est le monde idéal, quand tout va bien entre l'employeur et l'employé. Et quand ça va mal, tu sais très bien que ce type de truc, tu peux l'utiliser ensuite. Mais quand quand tu as cette réciprocité que tu as pas, que si personne prend personne pour un con, ça marche. Je l'attendais celui-là, je me demandais ce qu'il va arriver. Oui, il est là. C'est Mohamed de Guyancourt qui dit c'est marrant qu'un député nous dise qu'au travail on doit faire que travailler alors que nos chers députés lisent les journaux et tweet, jouent au Scrabble. Tweet. Oui, excellent. Leurs messages et mails dans l'hémicycle. Ne sont-ils pas dans un lieu de travail? Mais il a raison, qu'est-ce que je te dise, moi? Attends, Mohamed, tu as raison. Mohamed, mon frère, tu as raison. Ah oui, c'est clair. J'ai Raphaël, qui est de la tronche aussi, qui lui dit, si j'envoie un mail aux grandes gueules pendant mon boulot, est-ce que je peux me faire virer? Alors non, il y a une jurisprudence. La Cour de cassation a statué. Non, la Cour de casse-couille a statué. Si le mail est intelligent, ça passe. Voilà. C'est même gravé dans la Constitution. Oui, absolument. C'est dans le droit du travail. Le droit d'écrire aux grandes gueules pendant le boulot. Dans le droit du travail, on a le droit de travailler et écouter les grandes gueules en même temps. Et je pense même que c'est une catégorie maintenant qui est classifiée par la sécurité sociale comme traitement exutoire. Tout à fait. Sébastien de Rennes qui nous écrit envoyer mail perso du boulot, c'est comme les pauses cigarettes, café. Cela dépend du nombre de pauses prises et du travail effectué. Moi, je préfère un collègue qui envoie plein de mails perso, qui prend plus de pauses, mais qui fait très bien son travail, à quelqu'un qui ne travaille pas assez. L'important, c'est de savoir si la personne fait bien son travail. Écrit sagement Sébastien le Rennais. Mais il a raison, hein. Dans un instant, le match des grandes gueules. Et là, on doit être proche du record de mails sur cette histoire d'ailleurs. Tous ces gens qui travaillent, qui envoient des mails en même temps. J'ai Régine qui m'écrit: imaginez que la babysitter de votre enfant passe une partie de son temps à surfer sur le net au lieu de s'occuper de votre enfant, ou votre femme de ménage ou artisan qui surfe sur le net pendant qu'il travaille chez vous au lieu de faire le travail pour lequel vous le payez. Trouveriez-vous ça normal, me dit-il. J'ai Yann qui me raconte une petite anecdote. Il dit: l'autre jour, je rentre dans une boutique, c'était pour
acheter un jean. Je fais signe à l'employé qui dit excusez-moi monsieur, je suis sur le site de commande et je voyais dans le reflet, me dit-il, qu'en fait il était sur un site de sport en train de faire sûrement son abonnement et on se fout de la gueule du monde. Je suis parti. Il a perdu un client, me dit-il. Le PSG on a gagné. Hein. J'ai Antonin de Rodez qui nous écrit envoyer des mails durant le temps de travail sur l'outil professionnel et purement et simplement du vol pour l'entreprise, me dit-il, comme prendre des crayons, faire des photocopies personnelles. Il aurait éventuellement pu avoir un avertissement ou un blâme, mais désolé pour ce salarié, il a commis une faute, me dit-il. Frédéric, bonjour les grandes gueules. Effectivement, un licenciement semble abusif pour l'envoi de mails perso, mais maintenant les salariés semblent être contactables en permanence. Je suis concessionnaire automobile, très surpris que quand nous relançons les clients par téléphone, ils répondent tout le temps, même quand ils sont sur leur lieu de travail. C'est une vraie galère pour les employeurs. Avant, les gens attendaient leur fin de poste pour rappeler. C'est selon moi irrespectueux pour celui qui vous embauche. Et puis j'ai Yann qui m'écrit l'autre jour, je suis passé devant une mairie du côté de la Gironde, je ne vous dirai pas laquelle. Il y avait les employés qui étaient devant en train de passer des coups de fil personnels ou de fumer leurs cigarettes. Ensuite, vous rentrez, vous êtes à l'accueil, il n'y a personne. Normal, ils sont tous dehors, on nous prend vraiment pour des cons, me dit-il sur internet rmc.fr. Allez, vous continuez de réagir tous les jours, 10h à 13h. C'est normal, c'est la liberté d'expression, mesdames et messieurs, c'est l'heure des GG. RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, le match des grandes gueules. Alors, ce match des GG, avec à la clé une semaine de navigation pour 4 à 6 personnes à bord d'un bateau sans permis, bien sûr, sur les magnifiques rivières et canaux de France. C'est Frédéric et Dominique qui vont jouer. Dominique de Haute-Loire, bonjour. Bonjour les grandes gueules. Vous allez jouer avec Olivier Truchot et Étienne Liebig, et puis Frédéric de Loire-Atlantique, livreur. Bonjour. Bonjour les grandes gueules. Va jouer avec Gilbert Collard et Claire Petit. Alors, je regarde les petites phrases. Qui a dit Madame Merkel a tapé de sa grosse chaussure à clous sur la table et tout le monde est passé dessus? Mélenchon. C'est oui, Dominique. C'est Dominique qui a dégainé en premier. Vous pouvez pas savoir, le canal du Midi, j'aimerais le faire. Ah, bah écoutez, on vous sent bien motivé. Qui a dit à propos de l'affaire des lasagnes de cheval, et c'était hier à l'Assemblée au moment des questions au gouvernement, mais une poule n'y retrouverait pas ses petits, monsieur le Premier ministre? Alors, il y en a tellement qui sont intervenus hier, alors là. Et surtout sur une poule, il ne retrouvait pas son petit. En même temps, c'est un dossier qui peut le concerner au premier chef. Ah oui, je me rappelle l'échange. Bon Dieu, comment il s'appelle? Oui, il a été ministre de l'Agriculture. Voilà. Le maire, bonne réponse. Non, c'est Étienne qui a trouvé le nom. Quand j'ai dit il était ministre de l'Agriculture, je trouvais pas le nom. Oui, évidemment. Là, j'ai un élément essentiel dans ce match. Oui, je m'en rends compte. Je m'en rends compte. On continue. Attention. On continue. À propos de la fiscalisation des allocations familiales, qui a dit « Je ne suis pas tellement défavorable à cette idée si on retire le mariage gay ». Dupont-Aignan. Boutin, Dominique. Mais oui, Boutin. Dominique, elle est en forme. Le Boutin mondain. Bravo, félicitations. Il faut nous aider là. Je regarde un récent sondage publié par la société Nielsen a révélé quel était le cocktail préféré des Français. Quel est-il? Le Morito. Le Morito, c'est plus pastis alors. C'est le Morito, c'est très bon. Parce que le Morito, oui, mais ça n'existait pas il y a 10 ans. Maintenant, tout le monde boit du Morito. C'est comme le poker. C'est très bon. On a dit aux gens, il faut boire du Morito. C'est quand même extrêmement alcoolisé. C'est fort, oui. C'est à base de rhum. Alors, on en est à 3-1. On continue. Je reviens à une petite phrase. Il n'y a que du rhum, du reste. Qui a dit à droite, écoutez, il faut pas croire qu'on déprime à l'UMP. Copé? Non. Juppé? Marc Philippe Non. Juppé? Non, c'est quelqu'un... NKM. Attendez. Non, c'est pas Fillon. C'est quelqu'un qui est assez discret. On l'entend très peu. Rachida Dati? Non. Non, il a été un éminent ministre des Affaires sociales, de la santé. Xavier Bertrand, bonne réponse. Ah oui, c'est vrai, on l'entend peu. Oh non, on l'entend quand même. Oui, vous allez réfléchissez un peu avant de répondre. Ouais, avant de lancer, oui, c'est ça. Soyez. Quel humoriste fête aujourd'hui ses 36 ans? Il est né le 20 février 1960. Non, écoutez, il est né le 20 février 1977 à Figari, en Corse. Il s'est révélé notamment avec Omar Sy sur Canal+. De qui s'agit-il?
Fred, bonne réponse de Frédéric. Fred, c'est pas son nom. On est bon. C'est bon, c'est Omar et Fred. On a le droit de donner les prénoms maintenant. C'est bravo. On en est toujours à 4-2. Je regarde. Quel film français vient de recevoir le prix du meilleur film européen à Madrid lors de la cérémonie des Goya? Ah, c'est qui a été une cérémonie Noémie Lowski. Qui a été une cérémonie très politique. Non, c'est le film français de cette dernière année. Intouchable. Bonne réponse de Gilbert Collard. Mais c'est fini, c'est terminé. Dominique, c'est vous qui avez gagné. Bravo. Je suis contente, je ne peux pas savoir. Dominique, vous savez que vous avez gagné une semaine à bord d'un bateau de location, 4 à 6 personnes, une semaine pour naviguer sur les canaux et les rivières. Alors, le bateau se conduit facilement, sans permis, des bateaux confortables, tout équipé, belle terrasse, 3 cabines, salle de bain. Et vous choisissez en plus le canal et la région où vous voulez partir. Ah bah écoutez, je prendrai le canal du Midi et puis je suis allée sur le site. Et c'est formidable. Ben, tant mieux. Oui. Eh ben, ma chère Dominique, vous ferez une jolie croisière. Vous nous enverrez une petite carte postale à nous les grandes gueules. Tout à fait. Je vous écoute tous les jours et je vous adore. Je vous fais de gros bisous. Mais nous aussi, on vous embrasse, Dominique. À bientôt. Bon voyage, Dominique. Profitez bien. Dans un instant, le Conseil des grandes gueules. 3 élus de la République pour ce Conseil des GG avec nous. Vous restez bien sûr sur